Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le podcast Hors-Jeu Capital. Très heureux de vous retrouver pour un nouveau numéro du podcast. Et là, on va revenir à une actualité 100% PSG. On a longtemps débriefé évidemment l'Euro, la compétition des Parisiens engagés dans la compétition. Et maintenant, on revient aux fondamentaux. Voilà, le Paris Saint-Germain qui a effectué sa reprise avec 2 matchs amicaux. Et il y aura évidemment, comme d'habitude, une grosse page mercato. On a beaucoup parlé des arrivées, des possibles arrivées pour cet été au Paris Saint-Germain. Et là, cette fois, on va parler des départs parce que il y a beaucoup de joueurs annoncés sur le départ et le PSG a besoin de vendre. Pour parler de tous ces sujets intéressants, comme d'habitude, je vais me tourner vers l'homme à la casquette qui a remis la casquette, comme la dernière fois. Est-ce que c'est parce qu'il n'a pas eu le temps de passer chez le coiffeur? Comment ça va, Mousse? Salut Hugo, salut les gars. Bah, écoute, ouais, ça va. Toujours pareil, hein, c'est un peu catastrophique. Donc, je vais épargner ça aux gens qui nous suivent sur YouTube. Bon, il serait temps de passer quand même chez le coiffeur, Mousse, parce que j'ai vu, ça a été à la plage, etc. Ça profite, mais il faut faire un Ouais, mais pour le podcast quand même. non, j'essaye d'adopter le style surfeur, c'est pour ça. Ah, pour nous accompagner également, Yacine Amned. Comment ça va, Yacine? Salut à tous, ça va, merci. Bon, Yacine, félicitations, hein. Les gens ont vu la nouvelle sur Twitter. Nouveau, on va dire, directeur. Alors, c'est quoi le nom du poste, l'intitulé? Ouais, directeur technique. Directeur technique de Drancy, c'est ça? Non, Cachan. De Cachan. Il y a juste C'est bien, 50 tu suis Hugo. Il y a juste 50 km de différence entre les deux. Pourquoi je vais vous dire Drancy? De Cachan, c'est dans le 94. 94. Ouais, ça, je savais. Dans le 94, donc Yacine, félicitations. Parce qu'il y a tu as eu beaucoup de réactions sur ton tweet. Est-ce que tu peux indiquer? Parce qu'en plus, il y en a beaucoup qui ont dit ah, du coup, on verra moins Yacine dans le podcast. Est-ce que tu peux rassurer les gens quand même sur ça? Non, je serai là, hein. De toute façon, c'est pas les mêmes heures, donc on sera toujours dans le podcast, on continue les papiers, on continue tout ça, mais voilà, je vais reprendre un petit club enfin, c'est là où j'ai grandi et on va essayer de travailler avec les jeunes et s'éclater au moins. Après, on verra pour ceux qui ont envie de progresser. Donc, je l'ai dit, on mettra Mousse pour alimenter la chaîne YouTube de Paris United. On filmera des débriefs d'après-match de Yacine pour voir comment se passent les débriefs d'après-match. Ouais. À force de critiquer les autres, à un moment donné, il faut que ça te tombe dessus. Hein. Ouais. Yacine, on passe notre temps sur le podcast à donner pas des conseils, mais des avis sur les uns et les autres. Ah, il faut avoir un retour de bâton. Mais Yacine, après la fin d'un match, après une défaite, voilà, tu diras pas à un jeune de 8-10 ans, tu as fait un match dégueulasse quand même. Non, je suis gentil avec. C'est l'essentiel alors. C'est avec les parents des jeunes joueurs que c'est un peu plus. Ouais, plus compliqué. Un peu plus. Et enfin, pour terminer la bande, il nous fait le plaisir de revenir avec nous. C'est toujours un grand honneur et un plaisir. Tripi Makonda qui est avec nous. Comment ça va, Tripi? Écoute, ça va, salut à tous, ça va très bien. Merci, Bon, merci pour l'invitation. Oh, bah, tu parles, maintenant, t'es un ami du podcast, t'es dans la famille. Hein. Bon, toi, par contre, tu vois, coupe nickel. Est-ce que tu as prévu d'aller chez... Moi, c'est coupe classique, hein, c'est un afro. Voilà. J'ai pas fait les contours là, faut que j'aille un peu chez le coiffeur, mais moi, c'est classique, tu vois, il n'y a pas de teinture. Alors, par contre, Tripi, je crois que tu as gardé le flou autour de toi, si tu peux. Que j'enlève. Ouais, c'est plus sympa. Ah, tu voulais voir le mur blanc. Mousse, il aime bien. Ah oui. Il y a toujours un mur de prison derrière lui, donc il veut qu'il soit pareil. Là, je trouvais son volet assez sympathique. Je dis, c'est dommage qu'il nous en fasse pas profiter, tu vois. Ouais, bah c'est bien. Il n'y a pas les cartes, Pokémon de Yacine hein, derrière, mais. Chacun sa déco. Voilà. Non, mais c'est comme Hugo, tu vois, il nous a mis une coupe, tu vois, genre à l'époque, il était champion, tu vois. Non, mais c'est vrai, hein, j'ai été champion. Ah oui. Champion de tennis de table dans les catégories jeunes. J'ai eu aussi des coupes pour pour du futsal, des victoires départementales, etc. Dans ma région, dans ma Lorraine, dans ma Meuse profonde. Donc voilà, ça fait. Elles sont chez les parents, donc oui, là en ce moment, je suis chez les parents. Donc vous pouvez les voir. Niveau. Quel niveau. Donc on va revenir évidemment sur je vais vous donner le programme du podcast. On va revenir sur les 2 premiers matchs amicaux du Paris Saint-Germain, donc le Paris Saint-Germain qui a repris la compétition dans les matchs amicaux depuis mercredi dernier. Une victoire 4-0 contre Le Mans. Et puis samedi, un nul 2 partout contre Chambly. On va revenir évidemment sur les 2 matchs. La première composition donc officielle du Paris Saint-Germain, officielle dans les matchs amicaux contre Le Mans mercredi dernier, c'était Le Tellier au poste de gardien de but, Kerrer Diallo en défense. Évidemment, il manque beaucoup d'internationaux, donc il y a beaucoup de jeunes qui font partie du 11. Allo côté droit, Hakimi qui jouait ses premières minutes avec le Paris Saint-Germain au poste d'arrière droit.
Ebimbe, Idrissa Gueye, Julian Draxler, Ismaël Garbi, sur lequel on va revenir dans le podcast, qui a fait forte impression, le jeune Ismaël Garbi, Mauro Icardi et Kalimundo, qui est revenu donc de son prêt avec Lens et qui jouait aussi les matchs de préparation, les matchs amicaux avec le Paris Saint-Germain. On va revenir sur d'abord le match contre Le Mans. Trippi, je vais venir vers toi en premier. Tu as vu le match contre Le Mans. Alors, on ne va pas faire une analyse complète, évidemment, ce ne sont que des matchs amicaux, mais ça aide déjà à remettre un peu en jambes et voir quelques jeunes, toujours comme d'habitude, évoluer avec le groupe pro. Qu'est-ce qui t'a marqué sur ce match contre Le Mans? Donc, victoire 4-0, but de Mauro Icardi à la 12e minute. Ismaël Garbi qui a marqué le deuxième but sur un grand pont de Hakimi sur le côté droit. Bandiougou Fadiga qui lui aussi est revenu de son prêt à Brest. Et puis Xavi Simons qui a marqué le 4e but dans le temps additionnel à la 91e minute. Écoute, voilà, tu vois, dans les premiers matchs, c'est pas tant le physique qui nous intéresse, c'est plus ses intentions de jeu. Je trouvais qu'ils avaient eu un peu de mal, le Paris Saint-Germain, à débuter. Donc, ils ont commencé sur un 4-4-2. Après, le 6 du Mans les a beaucoup gênés. Donc, c'est là où Pochettino il a changé. Il a mis Draxler qui était à gauche, il l'a fait passer en soutien d'attaque, en numéro 10, pour bloquer un peu ce numéro 6 qui leur faisait du mal. Après, au niveau du pressing, on sentait qu'à la perte de balle, il y avait un pressing qui n'était pas très corps. Il a été beaucoup mieux en deuxième mi-temps. Après, sur les satisfactions, j'ai beaucoup aimé Ismaël Garbi. Voilà, tu sens que c'est un petit jeune qui en veut, voilà, qui veut manger la feuille. Mais honnêtement, celui qui m'a le plus impressionné, c'est Simons. Parce qu'il a une telle personnalité pour son âge. Même encore en regardant le match contre Chambly, il donne des directives et tout, tu vois. À cet âge-là, tu sens que dans sa tête, c'est un peu rodé, tu vois. Donc voilà, c'est des jeunes aujourd'hui qui ont la chance de jouer parce que on va dire, les titulaires ne sont pas encore là. Donc c'est à eux de se montrer pour pouvoir gratter des minutes dans la saison. Ah. Et il y avait aussi un deuxième match, donc tu disais, Trippi, il y avait eu ce match contre Chambly, où il y a eu 2 partout aussi. Le 11 de départ, c'était Keylor Navas, qui était au poste de gardien de but. Thilo Kehrer, El Shaddai et Bichiabu, sur lequel on va revenir aussi. Toujours Allo côté gauche. Bituma Zala, un autre jeune qui était côté droit, parce que Hakimi a eu le Covid entre-temps et donc est mis à l'isolement, accompagné d'Edouard Michu, le jeune Titi aussi qui a contracté le virus et donc qui est aussi à l'isolement. Xavi Simons était titulaire dans l'entrejeu aux côtés de Gana Gueye. Ismaël Garbi, qui lui aussi était une nouvelle fois titulaire, avec Fadiga en 10, Fressange côté droit et Mauro Icardi en numéro 9. Yacine, toi, sur ces 2 matchs aussi, c'est un peu l'enseignement que tu as tiré comme Trippi, c'est les jeunes qui peuvent montrer des choses en attendant le retour des internationaux et peuvent gratter une place dans le groupe pro. De toute façon, c'est un peu ce qu'on voit chaque saison avec le PSG, notamment depuis l'arrivée de QSI où il y a beaucoup d'internationaux. C'est que ces 2, 3 premiers matchs, en gros, le mois de juillet, il est un peu pour les jeunes. C'est souvent, voilà, Nkunku, on a vu Diaby par le passé, voilà, qui ont profité de ces moments-là pour se montrer. C'est leur moment, en fait, parce que le temps que tout le monde arrive, se remette dans le bain. Là, on a vu qu'entre Mbappé et Verratti, le dernier, là, ils vont reprendre entre le 25 et le 25 juillet et le 2 août. Donc, bon, tu vois bien que le début de saison, ils ne vont pas être prêts. Donc, voilà, c'est leur moment. Après, il faut toujours faire attention parce que ces matchs amicaux, il y a 2 choses. On recherche déjà le rythme. Voilà, ça, c'est du rythme de match parce que même une opposition à l'entraînement, même quand on a envie d'y aller, ça ne ressemble jamais à un match contre un adversaire. Donc, on recherche à retrouver du rythme, à toucher le ballon dans des conditions de match. Et le deuxième match, pour moi, a été un peu moins bon parce qu'en fait, c'est toujours pareil, c'est-à-dire que quand dans la programmation entre guillemets d'une reprise, en fait, les joueurs sont bien la première semaine. Et en plus, le premier match, en général, ça fait plus d'1 mois qu'ils n'ont pas joué au foot, donc ils ont envie. Et puis après, tu es dans le creux à partir du 10e jour, pendant une grosse dizaine de jours où tu es vraiment dans le dur sur le travail athlétique, etc. Donc en fait, c'est normal que ce match-là, voire le match de mercredi, tu sois dans le creux. Et après, tu vas remonter pour attaquer la saison. Donc, il n'y a pas d'enseignement à tirer, comme l'a dit Trippi. C'est pas là que tu vas dire, voilà comment ça va jouer, voilà qui est intéressant. Par contre, il y a toujours des joueurs qui marquent des points dans ces moments-là. Et tu as parlé des 3 joueurs sur lesquels on reviendra après. Parce que ça a beaucoup, beaucoup tourné. Il a utilisé plus de 20 joueurs, Pochettino. Même en deuxième mi-temps, il y a des joueurs qui sont rentrés pour jouer juste 30 minutes, des jeunes, etc. Voilà, c'est à eux de profiter de ce moment-là.
Et après, voilà, encadré par quelques joueurs plus confirmés comme Draxler qui n'a pas fait l'Euro, comme Icardi. Voilà, après, il y a pas de réels enseignements, si ce n'est effectivement les trois joueurs que tu as cités, où on a vu des choses très intéressantes sur lesquelles on reviendra. Paris qui avait donc joué contre Le Mans, qui est pensionnaire de National, et Chambly qui a été relégué, qui jouera aussi en National la saison prochaine. Mousse, avant qu'on fasse un focus sur les trois jeunes dont on a commencé à parler brièvement, tu as un petit retour aussi à faire sur les deux matchs amicaux que tu as vu du Paris Saint-Germain. Toi aussi, tu as vu quelque chose dont tu voulais parler? Bon, comme l'ont dit mes deux camarades, hein, ça reste des matchs de préparation. D'une part, tu as les cadres qui étaient là, et ça permet à Pochettino de voir un peu l'état de forme des joueurs comme Gay, Draxler, Diallo, Kerrer, etc. D'ailleurs, on a vu aussi le retour de Navas, qui est assez rassurant, parce que maintenant on sait que sa blessure est derrière lui normalement et qu'il va pouvoir débuter le championnat et notamment au début de mois le trophée des champions face à Lille. Étant donné que Donnarumma arrivera bien plus tard, vu le parcours et la victoire en Euro. Pour le reste, effectivement, ça permet aussi de jauger les différents jeunes qui sont à sa disposition, parce que, comme d'habitude, quand il y a des compétitions internationales, les cadres, les internationaux reviennent beaucoup plus tard. C'était le cas, il l'a rappelé, Yacine, en 2018, après la Coupe du Monde, ce qui a permis à certains jeunes de se faire voir et d'intégrer le groupe pro. Là, on va parler des trois cas qui nous ont plus, on va dire, avec El Shaddai, Simons et Garbi. Je suis pas sûr qu'il y ait de la place pour les trois. Simons, il a une petite longueur d'avance parce qu'il était déjà dans le groupe la saison dernière. Moi, je pense qu'El Shaddai, il a une vraie carte à jouer. Sur Garbi, très bon joueur, évidemment, il a montré de belles choses, mais je pense que des trois sera peut-être celui qui aura peut-être le moins de chances d'évoluer avec le groupe pro la saison prochaine. Quand on voit le mercato qui est en train de préparer le PSG, il y a encore, on va parler des départs tout à l'heure, mais il y a quand même beaucoup de rumeurs, peut-être encore un milieu, peut-être encore un latéral gauche, etc. Donc, non, c'est bien de voir quelques jeunes. Après, c'est des matchs dans des conditions particulières qui ont été faits au camp des loges. Mercredi, là, ça va être à Orléans, dans un vrai stade. Je pense qu'il y aura même un peu de public, puisque je crois que les journalistes sont autorisés à couvrir le match. Donc, et puis face à des équipes qui sont quand même un peu plus relevées que ce qu'on a déjà vu, des équipes européennes. Là, c'est Augsbourg, hein, l'équipe allemande. Et je crois que samedi et d'après, on aura Genoa. Donc là, le niveau va monter. Je pense que l'intensité aussi. Ouais, parce que tu le disais, les Parisiens joueront leur prochain amicaux, donc contre Augsbourg et le Genoa, mercredi et samedi prochain à Orléans, avant de s'envoler pour Tel Aviv pour le premier match officiel de la saison contre Lille, champion de France en titre, pour le compte du Trophée des Champions. Mais t'en parlais un peu, Mousse, attardons-nous sur Ismaël Garbi, quand même, qui a tout juste 17 ans et pour ses premiers pas en équipe première a fait bonne impression et s'est montré décisif en plus durant les deux matchs. Un but et une passe décisive contre Le Mans, je le disais, sur un grand pont de Hakimi qui lui a mis en retrait pour cette belle frappe. Une passe décisive. Il a joué 80 minutes contre Le Mans et il a fait une nouvelle passe décisive contre Chambly pour Simons. Donc il a joué les 90 minutes. Donc il s'est distingué sur les deux matchs. Hein. Il a provoqué le penalty aussi qui a permis à Icardi d'ouvrir le score contre Chambly. C'est lui qui a délivré la belle passe pour Xavi Simons. Et il est aussi à l'origine d'un mouvement qui aboutit sur un poteau de Draxler. Trippi, est-ce que toi, des trois dont on va parler, c'est le joueur qui t'a fait la plus forte impression, Ismaël Garbi, à 17 ans, qui, on l'a vu, hein, qui a évolué sur le côté gauche, dans l'axe, c'est plutôt un milieu offensif, mais qui est capable de jouer sur plusieurs postes devant, dans un rôle de faux neuf aussi, après la sortie d'Icardi. Il a même occupé le flanc droit de l'attaque, et c'est une polyvalence dont s'est servi Pochettino, en tout cas sur ces deux matchs. Non, c'est sûr que c'est vrai qu'il a fait forte impression, dû ses statistiques aussi, et aussi par rapport au jeu qu'il a montré. Moi, voilà, le fait que moi, j'ai connu un petit peu en jeune, c'était un vrai milieu offensif, donc vraiment dans l'axe. Et pour moi, là où il serait peut-être le mieux, quand tu as un milieu offensif, le mieux pour un joueur offensif, quand il met sur le côté, c'est mieux de le mettre sur son faux pied. Donc ça lui permet, voilà, de rentrer, d'être un peu plus varié on va dire dans ses aptitudes, que de le mettre sur un côté droit, sur son pied fort, où il aura un peu plus de mal peut-être, surtout dans les déplacements. Mais là, sur ce qu'il a démontré, c'est quand même, c'est vraiment pas mal. Voilà, on sent aussi il a de la personnalité, il a quand même gratté aussi pas mal de ballons. Dans ses intentions de jeu, il a été pas mal, il a pas mal provoqué. Ok, il peut avoir du déchet, mais c'est un peu normal dans un match de foot. Mais tu sens que voilà, il a envie, tu sens qu'il a envie d'aller chercher, on va dire, cette place de rotation qui est devant lui.
Ces éducateurs, Yacine parle d'un joueur qui est plutôt à l'aise en tant que numéro 10, derrière l'attaquant. Et lui, il a parlé aux médias du club après le match en disant que mon premier poste, c'est ailier gauche. Après, on m'a mis dans l'axe en 8 ou 10, mais je me sens à l'aise aussi sur le côté droit. Il faut rappeler qu'il avait déjà tapé dans l'œil du coach Mauricio Pochettino. Il l'avait déjà convoqué la saison passée lors d'un déplacement en Ligue des Champions face au Bayern Munich. Il était venu avec le groupe. Mais voilà, l'entraîneur parisien, je vous donne la déclaration quand même sur la prestation d'Ismaël Garbi, c'est une opportunité pour les jeunes joueurs. Je suis content du travail qu'il a réalisé. C'est important pour eux de connaître l'équipe première à cette sensation. Ça montre progressivement avant les premiers matchs officiels. Il faut les intégrer et leur donner des opportunités. Il y a les jeunes de 16, 17, 18 ans. Ils ont besoin d'expérience pour les faire devenir des hommes. C'est mon rôle comme entraîneur, souligné Pochettino, Yacine. C'est vrai que c'est important aussi le travail de Pochettino de les amener, on va dire, de les faire jouer ces premières minutes pour les intégrer possiblement et qu'ils prennent confiance dans le groupe pro. Si, vraiment, ils intégreront le groupe pro la saison prochaine. Oui, on en a souvent parlé, nous, de dire que ton centre de formation, à un moment donné, il ne doit pas te servir que à faire signer des joueurs et à les vendre. Il doit aussi te servir pour ton équipe première. Alors, il faut qu'il y ait une trame ou un lien entre la formation et l'équipe première pour pas que les joueurs arrivent dans un nouveau monde, mais aussi dans un nouveau système, un nouveau jeu et qu'ils aient au moins des repères. Là, l'avantage, on l'a vu, et notamment par exemple la deuxième mi-temps contre Le Mans, elle a été meilleure que la première au moment où il y avait tous les jeunes. Voilà, comme s'il y avait ce lien qui existait déjà, ils se connaissaient un peu mieux sûrement, et ça a permis ça. Après, sur les jeunes, on en parle toute l'année dans le podcast. Je répète ce que je dis à chaque fois. Les jeunes, il y a des jeunes qui ont du potentiel. Il y en a, on a vu tout de suite que ça sera trop limité pour aujourd'hui intégrer le groupe. Alors après, dans des prêts, etc., ils progresseront sûrement. Mais aujourd'hui, en tout cas, il y a ces trois-là dont on va parler, là, Garbi, Simons et Bichabou. Le truc, c'est que, en fait, les premiers matchs, donc, ils te permettent de te mettre en confiance parce que c'est des matchs amicaux. Si tu rates des choses, ça n'a pas d'impact. Et en fait, le travail, il est sur la durée. Ça veut dire que tu as vu qu'il y avait du potentiel. Donc aujourd'hui, on ne peut pas nous dire, ouais, mais vous ne savez pas, ces joueurs-là, ils sont nuls. Moi, je suis désolé. Sur un match amical ou pas, il y a des joueurs dans ta façon de prendre le ballon, dans ta façon de jouer. Simons, dans l'agressivité qu'il a mis pour récupérer des ballons, le jeu vers l'avant, etc. Ça, c'est des choses acquises. Tu ne peux pas me dire, ouais, mais c'était un match amical. Le mec, s'il sait faire ça, il sait le faire. Après, la différence entre le match amical ou les jeunes et le très haut niveau, c'est de tout faire plus vite, en fait. C'est ça ce que les gens ne comprennent pas, c'est qu'un joueur de foot, il a des qualités, et tu vas jouer en DH, c'est la même chose chez les pros. Sauf que ce que tu fais en DH, il faut que tu fasses plus vite. Voilà. Et pour le faire plus vite, il faut qu'on te fasse jouer. Parce que les entraînements, à un moment donné, ça ne remplace pas le match. Et c'est le moment clé, en fait, la post-formation, entre guillemets. Donc, là, ils ont montré des choses. Maintenant, c'est à Pochettino de les intégrer au fur et à mesure, parce qu'un match de championnat, c'est pas un match amical. Il y a aussi une pression autour. Il y a des enjeux qui sont différents, etc. Il y avait, après, excuse-moi, je te coupe. Il y avait Leonardo aussi qui était présent au camp des loges pour voir les prestations. Donc voilà, il y avait aussi du monde pour les voir, quoi. Donc c'est forcément, il faut toujours faire bonne impression si on veut. Oui, bien sûr. Dans le groupe, Ce que je veux dire, c'est que si tu perds un ballon là contre Chambly, bon, ok, tu as fait 2-2, mais on s'en fout. Tu perds le même contre Brest en Ligue 1, oui, ça a un impact qui est différent. Mais par contre, tu vois ce que je disais, ce que je répète à chaque fois, maintenant que tu as vu ces joueurs-là, le truc, c'est peut-être de te dire, au cours de la saison, on va prendre Brest, tu reçois Brest, tu mènes 3-0 à la 65e, c'est là que tu dois les aider. Tu joues avant un match de Ligue des Champions, tu joues Lorient, et peut-être que c'est là que tu dois mettre un Simons pour faire reposer un Wijnaldum, ou etc. Voilà, c'est comme ça moi que je vois les choses, mais il faut leur donner du temps de jeu parce qu'en fait, on ne peut pas se plaindre qu'ils ne progressent jamais ou qu'ils n'atteignent jamais le niveau qu'on attend d'eux si en fait ils font 2 fois 20 minutes sur la saison. Parce qu'il ne faut pas oublier que le PSG à l'entraînement, le niveau est fort, mais le PSG joue des matchs tous les 3 jours. Donc ça veut dire qu'en fait, entre 2 matchs, il n'y a pratiquement pas de vraie séance. Il y a récup, il y a mise en place du match d'après et tu rejoues. Donc en fait, ces joueurs-là, finalement, même dans l'année, ils ne sont même plus dans la séance, il n'y a même plus d'intensité. Donc voilà, on a vu des choses et je pense que c'est bien que Pochettino en parle comme ça. Mousse, sur Ismaël Garbi, toi aussi, comme Trippi et Yacine disaient, il t'a plu dans ses déplacements, dans ce qu'il a montré, dans la personnalité aussi parce que c'est vrai qu'on l'a vu beaucoup demander le ballon, il ne s'est pas caché, il était beaucoup à l'initiative des actions offensives.
C'est bien quand même d'avoir déjà cette mentalité-là à 17 ans pour se montrer auprès de ton entraîneur. Oui, alors évidemment, ça se voit que c'est un très bon joueur et qu'il a beaucoup de potentiel et techniquement, à son âge, il est assez juste. Après, sur le fait effectivement de demander des ballons ou de beaucoup communiquer sur le terrain, c'est vrai que c'est un peu plus facile à ce moment de la saison parce que tu n'as pratiquement aucun des joueurs cadres qui est là. Il est entouré de beaucoup de joueurs avec qui il joue chez les jeunes. Donc, c'est vrai que c'est un peu plus facile. Rappelez-vous des jeunes l'année dernière, que ce soit Simons ou Kais Ruiz, on les trouvait très timides quand ils ont joué en championnat et quand ils étaient entourés de Mbappé, etc. C'était un peu plus compliqué. Donc, après, c'est tout à fait normal aussi. Et j'ai bien aimé aussi, je ne sais pas si vous l'avez vu, dans une conférence de Peter Bosz, le nouvel entraîneur de Lyon, qui parlait justement des jeunes et qui expliquait qu'il ne fallait pas trop en attendre, il fallait surtout les encourager et qu'un jeune, quand tu l'intègres dans un groupe pro, ce sera souvent, tu vois, ça monte, ça descend, tu vois, c'est le geste qu'il a fait, mais qu'il fallait être indulgent et surtout les encourager. Et Donc, mais surtout, après, il ouais, avait il a dit surtout les meilleurs joueront. Il a dit, je ne fais pas de différence entre des pros qui sont là depuis 3-4 saisons en effectif. Et il parlait surtout du jeune Malo Gusto, l'arrière droit, qui a fait très bonne impression contre Wolfsburg et qui pourrait passer. Enfin, je vois la communauté de supporters lyonnais qui aimerait bien qu'il saute du bois pendant la saison, qu'il prenne la place de titulaire. bah, en fait, c'est ce que j'allais dire. C'est-à-dire que la seule différence entre Lyon et le PSG, c'est que Lyon peut-être n'a pas d'autre choix que de vraiment s'appuyer sur sa formation. Parce que d'abord, ça fait deux fois de suite qu'ils ne sont pas en Ligue des Champions, qu'il y a un manque à gagner financier, que évidemment pour le mercato, c'est un peu plus compliqué aujourd'hui pour Lyon d'aller chercher des joueurs confirmés. Mais on sait aussi la qualité du centre de formation lyonnais. Donc, effectivement, tous les ans, ils arrivent à sortir des jeunes. À Paris, ça va être ça la difficulté, je pense. C'est que par exemple, comme je le disais tout à l'heure, pour moi, Garbi, c'est pas une critique quand je dis que des trois, ce sera peut-être celui qui aura peut-être le plus de mal à rejoindre les pros parce que c'est surtout dû à son poste. Et il y a beaucoup de joueurs offensifs au Paris Saint-Germain. Si tu n'arrives pas à dégraisser, que ce soit Sarabia, Draxler, enfin, il y a même Simons qui est plus ou moins déjà là, ça va être compliqué de se faire sa place. Alors qu'en défense centrale, on a vu que quand les joueurs titulaires ne sont pas là, absents, malades, etc., c'était beaucoup plus compliqué de les remplacer. Et c'est pour ça que je disais qu'El Shaddai, pour moi, il a peut-être une vraie carte à jouer. Sinon, sur le joueur Garbi, évidemment que quand tu vois ses prises de balles, comme l'a dit Yacine, il est très technique, il joue juste, il joue vers l'avant, il essaye de trouver les attaquants. C'est un super profil. Mais j'ai peur que cette année, avec le nombre de joueurs offensifs, pardon, ça risque d'être un peu plus compliqué. Trippi, on en parlait en off, tu me disais que le joueur toi, que tu avais le plus plu, en tout cas sur les 2 premiers matchs amicaux, c'est Xavi Simons, dans l'engagement, dans le pressing, dans les actions offensives, dans sa qualité de passe et aussi de finition, parce qu'il a marqué 2 buts sur les 2 premiers matchs. Euh, Qu'est-ce que tu veux nous dire sur Xavi Simons, qui, lui, voilà, on en parlait un peu, a déjà fait ses premiers pas avec le groupe pro, lui qui a 18 ans, mais il attend vraiment de s'imposer de façon pleine avec l'équipe première. Non, mais c'est sûr qu'il a déjà fait ses pas, et ça fait depuis l'année dernière qu'il s'entraîne avec les professionnels. Mais tu vois, sur les matchs qu'il a joués, tu sens qu'il a une réelle personnalité. Tu sens qu'il veut aussi un peu diriger, même si Moussa a dit que certes, les pros, on va dire les titulaires ne sont pas là, mais ça lui permet de prendre confiance, le fait de communiquer, le fait de diriger un peu. Je voyais des fois, il dirigeait Kerrer, de mettre la passe sur le défenseur, sur le milieu, dans son activité aussi, dans son activité sur le terrain, à récupérer des ballons, à se rendre disponible, dans ses mouvements aussi, parce que des fois, il venait chercher dans la sortie à 3 avec les défenseurs centraux, des fois, il se retrouvait un peu plus haut. Quand tu regardes son but, ben, il se projette. Tu vois, tout ça, c'est dans ses intentions de jeu qui, pour moi, fait que c'est peut-être le joueur cette saison qui peut avoir sa chance. Parce que dans une rotation, voilà, c'est vrai qu'il y a Gay, c'est vrai qu'il y a Danilo. Est-ce que Herrera va encore être là? Tu vois, ça, on ne sait pas. Mais si tu veux faire progresser les joueurs, comme l'a dit Yacine avant, ben, il faut les faire jouer. Faut les mettre à un moment donné 10, 15, 20 minutes, les faire jouer après 60 minutes sur une période de Ligue des Champions ou de Coupe de France pour qu'ils puissent prendre le rythme du match. Parce qu'on sait très bien que le match et les entraînements, ça n'a rien à voir. Tu as les enjeux, tu as la pression déjà des parents, tu as la pression aussi des supporters, tu as la pression du coach, tu as aussi la pression aussi des joueurs entre eux, ça ne faut pas l'oublier. Donc moi, c'est un peu le joueur qui m'a le plus impressionné après dans sa justesse technique, surtout dans les derniers mètres où il a encore un peu de mal. Tu sens qu'il est un peu encore sur le frein
à trouver des passes dans les intervalles. Mais voilà, pour moi, c'est le joueur aujourd'hui qui est un peu devant les deux autres. Yacine, toi aussi, Xavi Simons, avant qu'on passe à El Shaddai et Bichabou, Simons, tu l'as trouvé intéressant aussi sur les deux premiers matchs amicaux. Et tu penses s'il y a départ d'Herrera, si possiblement, voilà, Danilo Pereira, je pense, va rester, il n'est pas trop concerné par les départs, en tout cas pour l'instant, mais il pourrait gratter du temps de jeu en Coupe de France ou dans la rotation? Ouais, parce que je pense que déjà, il a un profil lui aussi un peu polyvalent, entre guillemets, c'est-à-dire qu'il peut jouer un peu plus bas au milieu, il peut jouer derrière un attaquant. Moi, je l'ai trouvé très intéressant dans. Tu vois, si je devais un peu résumer entre Garbi et Simons, je dirais que Garbi a été plus spectaculaire, tu vois, dans sa façon de jouer. Mais Simons, il a été beaucoup plus mature. Il a été plus intéressant dans ses déplacements, dans les consignes qu'il a données, comme l'a dit Trippi, mais aussi dans l'agressivité. Honnêtement, euh, moi, je ne m'attendais pas à le voir aussi agressif à la récupération du ballon. Alors, des fois, un peu trop, c'est-à-dire qu'il se jette un peu facilement sur certaines actions tellement il veut récupérer le ballon. Mais en tout cas, ce que j'aime déjà, c'est cette idée de se dire tout de suite, je veux récupérer le ballon, je défends en avançant, je vais chercher, j'ai pas peur du combat. Donc, ça, c'est hyper intéressant parce que dans ces joueurs-là, dans ces générations-là, ce qui leur manque souvent, c'est ça. C'est-à-dire que c'est des super joueurs de ballon. Donc, quand ils ont le ballon, voilà, il n'y a pas de problème. Mais par contre, aller se faire mal pour le récupérer, aller dans les duels, c'est pas vraiment ce qu'ils aiment. Et lui, il a montré ça. Et il a montré aussi, comme l'a dit Trippi, c'est-à-dire être plus bas pour venir chercher, mais pas avoir peur de faire des courses, tu vois, entre guillemets, si je devais un peu faire un parallèle, à la Matuidi, c'est-à-dire je vais demander dans la profondeur, plus haut que les milieux, un peu dépassement de fonction. Son but, c'est ça, c'est-à-dire qu'il fait un appel il fait un appel d'avant-centre. Les milieux de terrain, il fait un appel d'avant-centre quand Garbi lui met en profondeur. C'est que le joueur, il n'est pas restreint ou figé dans un poste en se disant je fais ça. Non, je fais ça, mais si je suis capable, je fais autre chose. Donc, moi, je trouve que vraiment, il a montré quelque chose de très intéressant. Moi, je l'avais déjà vu chez les jeunes, et puis j'en entendais beaucoup parler. Voilà, il confirme en fait qu'il y a un vrai potentiel, il y a une personnalité, il y a des choses intéressantes sur plusieurs postes au milieu. Après, comme je leur dis, c'est le temps de jeu qui lui feront passer, enfin, qui lui fera passer un cap, plus que les entraînements, parce que voilà, une fois la préparation terminée, voilà, encore une fois, on va passer à des séquences de matchs deux fois par semaine, il n'y aura plus d'entraînement. Mousse, il y a aussi un autre joueur dont on n'a pas parlé encore qui a marqué les esprits, on va dire, qui a marqué les esprits, qui a été aussi intéressant dans les jeunes qui ont joué les deux matchs. C'est El Shaddai Bichabou, le défenseur central de 16 ans, qui est un sacré phénomène de précocité, qui a des aptitudes physiques assez exceptionnelles, 1,98 m. Il est sous contrat aspirant jusqu'en 2023 avec le PSG et il est considéré comme l'un des grands talents de sa génération. Et il impressionne depuis ses débuts au club dans les équipes jeunes. Il avait déjà été surclassé la saison dernière avec le 19, avant évidemment que le championnat soit stoppé par la FFF fin octobre. Il est sur les radars des plus grands clubs européens depuis l'âge de 9 ans. Et il est de la génération en 2005, un natif de Villeneuve-Saint-Georges. Il a joué contre Le Mans. Il a fait meilleure impression contre Le Mans. Contre Chambly, il a été un peu moins à son avantage, mais évidemment, c'est un jeune joueur. Hein. Mais il fait bonne impression aussi par rapport à sa lecture du jeu, sa qualité de relance et sa maturité qui impressionne pour un défenseur de 16 ans. Quoi. Ouais, parfaitement. Et puis, tu as bien fait de dire qu'évidemment, ce genre de profil, vu sa taille et son gabarit, ça intéresse tous les plus grands clubs européens. Et puis, même en jeune, quand il a été observé, il a quand même certaines qualités. Est-ce qu'il peut avoir une trajectoire à la Kimpembe? Moi, je le pense sincèrement, même si c'est pas vraiment le même profil de défenseur. Mais en tout cas, c'est un vrai Parisien, formé au club et je pense qu'il a vraiment une place à jouer. Quand tu sais que, par exemple, un joueur comme Kerrer n'a pas vraiment la confiance de Pochettino, il y a eu pas mal de blessés l'année dernière, il y a eu des cas de Covid, c'était un casse-tête parfois en défense centrale. Et d'ailleurs, Danilo, qui avait été mis en défense centrale par Tuchel. Ensuite, même Pochettino n'avait pas d'autre choix. Après, sur Danilo, pareil, qui est un grand joueur, on a vu quand même que voilà, quand tu dépasses les 1,90 m, c'est toujours intéressant, surtout ton jeu de tête. Et je pense qu'El Shaddai, ça va être un de ses points forts. Et puis, il est déjà costaud pour quelqu'un de 16 ans. Voilà, c'est pas un gringalet, quoi, tu vois. Donc, oui, moi, je pense qu'il y a. Parce qu'encore une fois, sur ce poste de défenseur central, même si aujourd'hui, on a pris Ramos, on ne sait toujours pas comment va jouer Pochettino.
Beaucoup parlent de défense à 3, mais bon, ça se trouve, ça sera vraiment une défense à 4. Il y aura une rotation. Si c'est une défense à 4 et qu'il y a une rotation, pour El Shaddai, ça va être un peu plus compliqué si Kipembe est sur le banc. Mais moi, je pense sincèrement, oui, qu'il aura une place à jouer. Et juste pour revenir sur Simons, je pense que cette année, évidemment, il aura peut-être plus de temps de jeu parce faut se rappeler que la saison dernière, on a toujours été en retard. On n'a jamais été vraiment leader et du coup, tu ne pouvais pas faire tourner parce qu'il fallait aller chercher cette place de championnat. Là, cette saison, Paris s'est vraiment très bien renforcé. Si on fait un très bon début de saison et on enchaîne les victoires et que derrière, on arrive un peu à creuser l'écart, c'est peut-être à ce moment-là qu'effectivement, là, tu pourras reposer certains cadres avant la Ligue des Champions ou sur des matchs de coupe pour pouvoir justement mettre, que ce soit El Shaddai d'ailleurs et Xavi Simons. C'est vrai que Lille, pour l'instant, est un peu plus en retard sur sa préparation. Je vois qu'il y a des joueurs qui se mettent sur la tronche pour ces Geka et Diallo qui sont mis qui sont un peu, qui en sont venus aux mains pendant la première période de t'expulser les deux. Il y a un changement d'entraîneur, Galtier qui est parti et Gourvenec qui est arrivé. C'est sûr que dans leur préparation, ils sont un peu plus en retard que le Paris Saint-Germain qui a déjà renforcé pratiquement tous les postes dont ils avaient besoin, avec évidemment encore quelques touches à faire, mais et voilà, Paris, je dis ça dans l'optique aussi du trophée des champions qui arrive bientôt. Quand tu fais le comparatif entre Lille et Paris, je pense que voilà, il y a une équipe qui est un peu plus en avance sur Lille, Hugo, c'est surtout vraiment, on sent que, par exemple, ce que tu as décrit, l'embrouille entre les deux joueurs lillois, je ne sais pas si avec Galtier, ça serait passé. Et si, tu vois, c'est déjà pour Gourvenec, c'est déjà le premier truc. Tu te dis, bon, est-ce que le mec a la main sur son effectif? Est-ce qu'il va être respecté? Parce que Galtier l'était, lui, sans problème, il n'hésitait pas à secouer ses joueurs. Là, tu as quand même l'impression que c'est un peu timide, Gourvenec, et je ne suis pas sûr que ça se passe bien pour lui cette saison. Je ne lui souhaite pas, évidemment, mais ça fait flipper quand même. Bon, déjà, heureusement, il a José Fonte, qui est le capitaine lillois, qui a prolongé d'une saison, donc au moins pour stabiliser un peu ton équipe, c'est déjà ça. Trippi, sur El Shaddai et Bichabou, ça m'intéresse d'avoir ton avis quand même, parce que voilà, même si toi, tu es arrière-gauche et lui, c'est un défenseur. Par rapport aux qualités dont on a parlé avec Mousse, ce qu'on a vu de son jeu dans sa qualité de relance, dans sa maturité, son impact, est-ce que toi, tu penses qu'il pourrait aussi jouer possiblement avec l'équipe première dans ces jeunes qui ont débuté dans les matchs amicaux? Écoute, moi, honnêtement, je ne vais pas parler de son jeu. Tu vois, il a quand même 16 ans. Il ne faut quand même pas l'oublier. Donc, le juger sur les matchs qu'il a fait, c'est très bien, tu vois. Je vais plus parler un peu sur ses qualités et surtout sur les axes qu'il doit améliorer. Parce qu'il faut savoir voilà, qu'il a 16 ans, donc il a encore une grosse marge de progression. C'est sûr qu'on a tous vu que sur sa qualité de passe à transpercer les lignes adverses, surtout dans ses passes verticales. Dans son jeu long, on sent que son pied gauche, il est très très à l'aise. Sur ça, c'est indéniable, sur sa lecture de jeu, sur un petit peu son anticipation. Maintenant, moi, le problème en fait que j'ai, c'est sur sa mobilité. Parce qu'on voit que voilà, il est quand même très grand pour son âge. Et on a vu sur certaines séquences, ça soit même contre Le Mans ou même contre Chambly, sur sa mobilité à se déplacer très vite sur des appuis, on sent que là, il a un peu de mal. Tu vois, mais maintenant, c'est comment Pochettino va faire pour qu'il progresse, je ne vais pas dire à vitesse grand V, mais dans la durée, à mieux se positionner, à mieux anticiper les choses pour ne pas se faire prendre de vitesse, parce que le PSG, forcément, ils auront le ballon, forcément, ils vont avoir de l'espace dans leur dos, et c'est là où, en fait, on va juger le défenseur, c'est sa qualité à pouvoir faire face quand tu as un contre un, quand le joueur est en profondeur, quand tu dois défendre aussi sur la largeur. Moi, c'est un peu sur ça où je ne peux pas dire j'ai un point d'interrogation parce qu'il est très très jeune, mais c'est sur ça en tout cas que je vais voir s'il est dans la rotation, s'il a progressé. Yacine Trippier en parlait, c'est vrai qu'évidemment, je dis les qualités que vous avez vues, mais il y a aussi évidemment, il a des marges de progression, enfin des marges de progression, il a que 16 ans, mais comme il est surclassé depuis très longtemps dans les équipes jeunes et qui fait forte impression, que Paris attends, je te coupe, mais Vas-y. vu qu'il avait une marge de progression, est-ce que le PSG a fermé les yeux sur certains aspects où il devait améliorer? Parce que c'est toujours la même chose. Moi, j'ai été surclassé, moi aussi, quand j'étais au PSG. Et quand tu es surclassé, ben forcément, surtout quand tu joues titulaire, moi, je me rappelle de Mamadou Sakho qui était surclassé avec les 89, après il est passé même avec les 88, voire les 87. Ben, en tant qu'entraîneur, en tant qu'éducateur, tu fais l'impasse sur certains défauts.
sur certains axes d'amélioration où tu dois vraiment pointer du doigt, tu fais l'impasse parce que tellement que le joueur, en fait, il est bon, il a une telle aura où il est très bon dans le duel, ou dans le jeu aérien, ou dans la qualité de passe, bah, vas-y, que tu effaces un peu ses défauts. Et vu que lui, je ne vais pas dire que c'est du jamais vu, mais qui commence déjà à jouer avec les professionnels et déjà à son deuxième match, on va dire en préparation, il ne faut quand même pas oublier que c'est un jeune qui est encore dans un processus de développement avec lui. Et tu ne peux pas directement le mettre comme ça à l'abordage en te disant « Ah, mais t'as vu, il est grand, il est fort, il est bon physiquement. » Non, c'est pas ça le football. Cannavaro, il est devenu un ballon d'or, il était moins d'un mètre 70, et ça l'a pas pour autant. Voilà, il avait des qualités autres que El Shaddai, il est là, tu vois. Donc moi, c'est plus dans cet aspect-là que je le jugerais. Ben, c'est pour ça que c'est très bien que tu sois là, Trip, aujourd'hui, pour me reprendre justement et me donner ton avis. Non, mais c'est vrai, parce que on a vu les matchs amicaux, mais c'est bien d'avoir ton avis, toi qui a été au centre de formation, qui a vu des joueurs être surclassés comme toi aussi, tu l'as été. Donc, c'est intéressant d'avoir ton débrief par rapport à ça. Yacine, euh, que dire plus qu'a dit Trippi par rapport à son amélioration, à ses premiers pas, au fait que, j'ai vu un article d'après les infos d'ESPN, que l'entraîneur parisien Mauricio Pochettino penserait à inclure le Titi dans l'équipe première. Par rapport à tout ça, quel est ton avis, toi, sur le joueur? Bah, en fait, le problème du foot aujourd'hui, c'est que les défenseurs, on regarde leur qualité de relance, souvent, et on te dit, ouais, super défenseur, il casse des lignes et tout. Mais en fait, on oublie certaines choses. Et je sais pas si vous vous souvenez, quand Ancelotti arrive et qu'il parle de Mamadou Sakho et il dit, c'est un bon défenseur, voilà, il dure sur l'homme, il défend bien, il est même capable de relancer pied gauche et tout proprement, il n'y a pas de problème. Mais il a un vrai défaut pour le haut niveau, c'est sa capacité à se retourner très vite. Et en fait, ça a été la limite de Sakho. Parce qu'à un moment donné, surtout quand tu es dans une équipe qui domine et qui joue haut, bah, quand ça va par dans ton dos, si tu es un peu plus lent au moment de te retourner parce que tu manques de vivacité, de coordination, et ben c'est là que tu vas être en difficulté. Et finalement, ces équipes-là, quand vous regardez, qu'est-ce qui fait la différence à un moment donné? C'est vivacité, coordination et la fréquence des appuis. Voilà. Plus tu es grand, plus c'est compliqué d'avoir une fréquence d'appui très rapprochée. Donc, aujourd'hui, et c'est là où je rejoins complètement Trippi, c'est sur quand tu es surclassé, en fait, on voit que tes qualités et on s'arrête à ça parce qu'on se dit, ah, c'est exceptionnel, il a 16 ans, il joue avec les 19, il a 16 ans, il s'entraîne avec les pros. Mais en fait, on oublie de, euh, de corriger ce qui ne va pas et te faire progresser. Moi, je pense qu'aujourd'hui, si je travaillais, par exemple, au PSG, je partirais sur des séances spécifiques, sur vraiment, même sans ballon, de la mobilité, de la fréquence d'appui, la façon de se retourner, parce que je pense que c'est réellement son axe de progression pour rester au très haut niveau. Parce qu'après, tu vois, moi, quand par exemple, je parle de Danilo, quand on parlait de Danilo au cours de la saison, pour moi, en fait, c'est à peu près le même profil. Tu vois, ces grands joueurs. Alors en plus, il y a aussi, tu sais, cette période de l'adolescence où tu grandis très vite. Et, euh, et en fait, tes mouvements, bah, ils viennent au fur et à mesure. On voit souvent nous en tant que coach, chez les jeunes, on voit des gamins qui, à 12 13 ans, sont très vifs, machin. D'un coup, ils prennent 10 centimètres. Et là, tu as l'impression qu'ils ont du mal à courir, ils ont du mal à enchaîner. Bah, en fait, c'est normal parce qu'il faut que tu réappréhendes ton corps quand tu as pris 10 15 centimètres en 3 mois, quoi. Donc voilà. Euh, avec le ballon, il n'y aura pas de problème. Maintenant, il va falloir travailler sur tout ça. Et aujourd'hui, on est dans un football d'intensité. Et donc, la vivacité, c'est quand même un des points clés. Et s'il te manque ça, oui, tu vas dépanner sur des matchs, mais c'est pas ce qu'on attend de toi malgré tout. On a envie que tu progresses et que tu atteignes le haut niveau. Donc, voilà, ça va être ce travail-là. Et comme les autres, je vais dire ce que j'ai dit sur les autres, oui, à un moment donné, ce seront les matchs qui vont te permettre de progresser ou en tout cas de prendre conscience de tes lacunes. Euh, c'est le problème de ces joueurs qui ont été surclassés longtemps, c'est qu'à un moment donné, tu es tellement au-dessus que. Et puis, tu es dans une équipe, le PSG, qui domine ses championnats de jeunes. Donc, c'est même pas facile d'être en difficulté, tu vois. Tu te retrouves en difficulté en Youth League une fois de temps en temps. Tu te retrouves en difficulté en finale de championnat national quand tu joues Lyon ou Rennes. Mais sur la saison, tu vas vivre 2 matchs compliqués, en fait. Donc, c'est dur de voir tes lacunes à ce moment-là. Et j'avais vu un article dans l'équipe, donc justement, c'est bien de parler des choses dont vous parlez, Trippi et Yacine, parce que par exemple, il y avait un article dans l'équipe qui louait justement les qualités qui ne parlaient pas de ce que vous parlez depuis tout à l'heure. Il y avait un article donc,
l'ancien entraîneur des 19 Parisiens, Stéphane Roche, qu'il a connu, qu'il décrit comme un joueur précoce qui arrive à s'adapter à chaque fois. Ladji Doucouré, qui entraîne des athlètes à l'Institut national du sport, parle d'une habileté, d'une coordination rare pour un footballeur qui n'a rien à voir avec son gabarit. Un ovni physique dont la plus grosse qualité est la relance, selon Hervé Guégan, qui est aussi un autre de ses anciens coachs. Voilà, c'était un article, Mousse, qui était très sur les qualités du joueur, mais c'est vrai qu'on oublie souvent de dire que voilà, il n'a que 16 ans, que le fait d'être, comme le disait Trippi et Yacine le disait très bien, le fait d'être surclassé à chaque fois, peut-être qu'il y a des manques dans ton jeu que tu n'as pas encore appréhendé, etc. Donc, c'est bien aussi de le faire garder les pieds sur terre, mais c'est déjà bien de le voir, au moins dans ses matchs amicaux, le faire ses premiers pas pour voir un peu, évidemment, ce qu'il a corrigé, ce qu'il a amélioré. Après, moi, je pense que le fait qu'il soit surclassé, c'est surtout dû à son physique atypique. Je pense qu'en plus, Yacine, il a souvent parlé de ça. Quand tu as des joueurs qui sont assez grands, assez puissants, et qui sont au-dessus du reste de l'équipe, et ben, comme l'ont très, très bien dit Yacine et Trippi, tu vas le juger que sur le fait qu'il est puissant, qu'il va prendre tous les ballons, il va les prendre de la tête. Ça va être dans la surface de réparation, il va pouvoir faire le ménage parce qu'il a un gabarit impressionnant. Et que peut-être qu'avec 20 cm de moins, on en parlait peut-être un peu moins. Je pense que c'est aussi ça. Après, évidemment que tant mieux qu'il a un physique pareil, mais ce qui va lui permettre aussi de progresser, c'est aussi, alors même si les entraînements ne remplacent pas les matchs, tu as raison Yacine, mais c'est vrai que quand tu t'entraînes avec, là en plus tu as Ramos qui vient d'arriver, je pense que voilà, quand tu es au contact de Ramos, Marquinhos qui lui a cette capacité de se retourner assez vite, il peut aussi prendre de lui. Il peut aussi évidemment prendre de Kimpembe sur le côté un peu puissant, mettre de la surface, etc. Donc ça va lui permettre déjà lui de progresser à son niveau. Je pense qu'il sera très très heureux déjà de pouvoir s'entraîner avec des joueurs comme Ramos, Kimpembe, etc. Et même Diallo, pourquoi pas. Et après, moi je suis persuadé que s'il progresse à l'entraînement et qu'encore une fois on a une petite marge en championnat, contrairement à la saison dernière, je pense qu'il aura moyen de gratter quelques minutes de temps de jeu, pardon. Mais comme l'ont dit mes deux compères, il va falloir évidemment qu'ils travaillent sur les points qu'ils ont cités, la mobilité, etc., pour pouvoir en faire justement un défenseur central complet. Et peut-être qu'avec le temps, et ça on l'a déjà vu, peut-être qu'il pourra peut-être même monter au milieu de terrain, ça dépendra. C'est déjà arrivé chez certains joueurs. Tu as des joueurs qui descendent, tu as des joueurs qui montent. On verra, mais en tout cas, je pense que moi, encore une fois, moi, je pense que cette année, on le verra souvent avec le groupe. Et puis, s'il progresse, et encore une fois, moi, je pense qu'il aura sa chance. Parce que de toute façon, le PSG, on avait fait un papier l'année dernière sur le fait qu'il signait beaucoup de jeunes. Il signe vraiment beaucoup de jeunes. Donc, c'est aussi des actifs. C'est-à-dire que quand tu as des contrats pro, bah, voilà, c'est une sorte de. Tu valorises. C'est un peu virtuel, mais voilà, tu te dis, tu as quand même des joueurs sous contrat, tu as des joueurs que tu peux vendre, etc. Lui, avec la cote qu'il a, le physique atypique qu'il a, je pense que le PSG va vouloir, après son contrat aspirant, lui offrir un vrai contrat professionnel. Soit ils en profiteront et ils le feront jouer parce qu'on ne sait pas de quoi sera fait l'avenir concernant Kimpembe, Marquinhos. Bon, Marquinhos, j'ai pas trop de doute, mais Kimpembe, peut-être qu'un jour, il voudra aller voir ailleurs et ça sera peut-être lui le remplaçant naturel. Pardon. Crépi, tu voulais rajouter quelque chose? Ouais, et puis voilà, il a 16 ans, il est encore dans l'âge de se former une identité de joueur. Tu vois. Donc c'est ça, c'est ce qui est bien aujourd'hui, c'est que vu son âge, il a le temps de se créer une identité de joueur. Quand Mousse parle de Marquinhos ou même de Kimpembe, il a le temps avec ces deux joueurs, même Sergio Ramos, tu vois, de se former son identité à lui en observant, en regardant, en posant des questions, en étant à l'écoute. C'est ce qui fait qu'il va progresser le plus vite possible. Tu vois, quand on a Marquinhos qui est un peu plus dans l'anticipation parce que ses appuis sont beaucoup plus bas et tu vois, quand tu le vois défendre, il est beaucoup sur ses quadriceps. Tu as un Kimpembe qui est un peu plus en retrait mais qui arrive à jaillir parce qu'il est un peu plus aérien. Tu vois, à force de les regarder, voilà, il va lui aussi se créer cette identité de joueur qui après va le suivre durant sa carrière. D'ailleurs, Kimpembe, il avait souvent parlé lorsqu'il avait rejoint le groupe pro, par exemple, qu'il avait une super relation avec David Luiz et qu'il avait vachement progressé à son contact. Donc, quand tu arrives dans un groupe pro, tu prends toujours un joueur comme référence et c'était le cas pour Kimpembe. Et aujourd'hui, on voit que le niveau de Kimpembe comparé à 2017, c'est quand même, voilà, c'est quand même déjà autre chose. Tu vois. Il a vachement progressé. Du coup, Trippi, ce qui est intéressant, c'est vrai que donc, ça peut être une bonne chose de le faire évoluer dans le groupe pro maintenant.
Quand tu es à l'entraînement, tu peux nous en parler. Quand tu es à l'entraînement avec déjà des pros, des joueurs pros, et notamment Sergio Ramos, qui, voilà, j'ai pas besoin de rappeler son passé, sa carrière, peut t'aider à passer des caps plus rapidement, d'inspirer, surtout jouer avec ces joueurs-là pendant les entraînements. Ouais, mais en fait, là, comme en fait, Yacine l'a très bien expliqué, c'est quand tu joues dans une équipe qui joue tous les 3 jours, tu auras du mal à prouver, on va dire, au coach, ou même aux joueurs qui sont autour de toi, ta valeur. Donc là, ça va être que de l'écoute, des questionnements qu'il demandera aux joueurs par rapport à l'apprentissage là où il veut aller. Tu vois, c'est plus ça en fait, c'est d'être à l'écoute, d'être demandeur surtout dans des séances spécialisées, dans des séances individualisées pour pouvoir progresser. Voilà, là, la sur Ramos qui est là, ben, c'est de lui demander, voilà, toi, tu as commencé latéral droit, comment tu as fait pour t'adapter, pour revenir après voilà, au Real de Madrid, ta longévité au Real de Madrid. Voilà, il faut qu'il soit curieux. Et c'est cette curiosité qui va faire qu'il va apprendre peut-être beaucoup plus vite. Et puis après, forcément, sur la rotation que Pochettino peut-être mettra en place, si c'est dans un système à 3, il aura peut-être un peu plus de temps de jeu. Si c'est dans un système à 2 centraux, ça peut être compliqué, mais pas impossible. En tout cas, des pas très intéressants sur les Titi. Yacine, on peut passer au mercato. Tu veux rajouter un dernier point sur ce que disaient Trippier et Mousse? Yacine, il va demander un prêt pour Cachan, je pense. C'est ça. Non, c'était juste pour dire, en fait, le truc, c'est que quand je dis souvent les entraînements, etc., je veux juste préciser une chose. En fait, les jeunes, quand ils arrivent dans le groupe pro, ils progressent toujours. Parce que Ouais, tu bien te sûr. retrouves avec des joueurs top niveau. Les séances, même s'il y en a un peu moins, il y en a quand même, parce qu'il faut préparer les matchs, etc., sont peut-être plus courtes, mais il y en a quand même. En fait, le problème, il ne faut pas que ça dure trop longtemps. C'est ça que je veux préciser. C'est-à-dire qu'à un moment donné, les premières séances ou les 6 premiers mois, tu es obligé d'apprendre. Quand tu côtoies Ramos, Silva, Zlatan, etc., tu es obligé d'apprendre. Faut pas que ça dure trop longtemps, parce qu'après, pour valider tes acquis, c'est les matchs. Et si tu joues pas, bah, à un moment donné, ta progression, elle s'arrête. Voilà. Il n'y a que les matchs qui feront que tu vas passer ce cap-là. Voilà. Donc les premiers mois, et encore plus à 16 ans, il va progresser obligatoirement. Voilà. Après, il ne faut pas que ça dure 2 ans. C'est pour ça qu'on perd des joueurs des fois au PSG, parce que Donc, il faut les prêter. Au pire, il faut les prêter dans un club comme a fait Kalimundo. Parce que lui, Kalimundo, il a enchaîné les matchs la saison dernière. Parce qu'il faut jouer. Voilà. Si Voilà, tu c'est fais ça. 2 ans d'entraînement, c'est sûr et certain qu'à un moment donné, il y a un plafond de verre, c'est terminé. Kalimundo qui est revenu de son prêt à Lens et qui pourrait possiblement être dans les petits papiers si Mauro Icardi venait à partir, etc. Il aura du temps de jeu. Il aura du temps de Il y jeu, a Kalimundo. surtout l'incertitude autour de Moïse Kean, qui lui semblerait vraiment vouloir rester. On le voit même, je crois que sur ses réseaux, il n'a toujours pas changé. Il est toujours joueur du PSG d'ailleurs, il me semble, sur son compte Instagram. Il y a eu, Donc, ouais, ça. il y a eu même le hashtag Freakin de libérer Oui. Kean pour qu'il revienne au Paris Saint-Germain, mais apparemment Everton est très gourmand sur le transfert et voudrait justement un transfert sec et pas le reprêter avec obligation d'achat. Justement, on parle de mercato, on y vient. Donc, en tout cas, débat très intéressant sur les Titi. On aura l'occasion de les revoir, donc je le disais tout à l'heure, dans les prochains matchs amicaux contre Augsbourg et le Génois, mercredi et samedi prochain à Orléans, avant le Trophée des Champions contre Lille le 1er août. D'ailleurs, Passons a priori, ça passerait sur Beansport. le Trophée des Les Champions. deux, les deux matchs amicaux contre Ah, Augsbourg et Genoa. Donc, du coup, voilà, ça sera peut-être plus facile de les voir parce que là, oui. il me semble que Beansport diffuse les deux matchs de préparation Ouais. de cette semaine. Ouais, parce qu'on ne remercie pas le PSG sur la réalisation. Ouais, ouais. On va pas se mentir, à la réalisation du PSG, de PSG TV, que ce soit sur Twitch ou sur leur chaîne YouTube, c'est quand même compliqué les angles de caméra hein, pour voir les Ah. actions, etc. C'est même les résumés des matchs, c'est un peu compliqué. Même pour voir le schéma, hein, pour Ouais. voir que c'était un 4-4-2, tout ça, c'était compliqué quand même. Hein. Ouais, parce que tu n'as pas assez de recul par rapport évidemment au terrain du camp des loges, donc c'était assez compliqué de bien voir le match. Et donc bravo à vous d'avoir réussi à décrypter tout ça. Passons donc au mercato. On a parlé souvent des arrivées ou des possibles arrivées depuis plusieurs semaines dans le podcast. On va parler maintenant des départs dans le podcast. Tout d'abord, on va évoquer les gardiens. On a parlé dans le sens d'arrivée, donc je le disais avec Didier Donnarumma, qui s'est officiellement engagé avec le club de la capitale la semaine dernière. La bataille donc se jouera entre Navas et Donnarumma pour les postes de numéro 1 et numéro 2. Il faut donc vendre ou prêter les innombrables gardiens encore sous contrat au club. Et dans ces gardiens encore sous contrat, il y a Sergio Rico, hein, qui était le gardien numéro 2 la saison dernière, qui était la doublure de Keylor Navas, qui a 27 ans, qui a un contrat
jusqu'en 2024. Jusqu'en 2024, pardon. Et la presse turque fait état de discussions entre le Beşiktaş et le Paris Saint-Germain pour le prix de Sergio Rico, donc, qui est barré dans la hiérarchie des gardiens. Il serait très intéressé pour un nouveau challenge en Turquie. Et donc, il pourrait partir possiblement en Turquie. Mousse, sur ce premier transfert dont on parle, Sergio Rico, c'est vrai que maintenant, l'avenir est bouché pour lui au poste de gardien de but au Paris Saint-Germain. Donc, un défi ailleurs, un prêt, serait envisagé par le Paris Saint-Germain et par le joueur aussi, qui lui a aussi demandé à partir. Alors, juste avant de te répondre, je ne sais pas si vous avez la même vue que moi. Je ne sais pas qui a touché. Non, pardon. Non, c'est parce que tu as mis un autre mode sur Skype. Tu as juste à remettre le mode vue gris. Moi, c'est pas moi qui ai touché. Hein. Moi, j'ai absolument rien touché. De toute façon, ça enregistre pas comme ça. Mais ça, les gens ne verront pas. Donc, Ok. Bon, alors, je vais te répondre sur Rico. À partir du moment où tu prends Donnarumma, et nous, on l'avait déjà dit au moment où ça négociait, on avait expliqué qu'il était peu probable que Donnarumma, avec la qualité qu'il a, l'expérience qu'il a au Milan, et surtout ensuite, après avoir non seulement été élu meilleur joueur de l'Euro et avoir remporté l'Euro, il serait quand même difficile de le prêter. Donc, à partir du moment où il ne part pas en prêt, tu ne peux pas te retrouver avec trois gardiens, avec Rico en troisième gardien, parce que lui aussi, même si ce n'est pas le même niveau, ça reste un gardien d'expérience, Rico. Et en plus, dans le même temps, ils avaient prolongé le quatrième, lui, Le Tellier. Donc là, tu te disais, bon, il y a un peu de suspense, c'est qu'évidemment, il fallait trouver une porte de sortie à Rico. Rico qui était prêté et qui a finalement été acheté par Leonardo, ce qui n'était pas, en plus, c'était pas très cher, il me semble. Donc, il y a peut-être moyen de faire aussi une plus-value. Donc, moi, je pense qu'il partira. Beşiktaş, je ne sais pas. Ça peut être un point de chute intéressant pour lui. Je ne sais pas s'il joue la Ligue des Champions cette saison. Enfin, j'en ai aucune idée. Mais je pense qu'ils seront qu'ils sont au minimum européens. Donc, oui, moi, je pense que Rico partira, que ce soit au Beşiktaş ou peut-être un retour en Liga. Il y a très, très peu de chances qu'il reste encore cet été au PSG. J'étais en train de vérifier les places au classement dans le championnat turc sur la saison 2020-2021. Je suis en train de chercher. J'y arrive pas. Bon, ça va mettre un peu de temps, mais tant pis, j'en reviendrai après dessus pour être sûr. Yacine, sur les gardiens, c'est vrai que dans le reste des gardiens, il y a eu pas mal de débats sur Twitter sur ça, avec Alexandre Letellier, donc, qui a récemment prolongé en 2022, donc qui devrait être le numéro 3, qui a d'ailleurs été titulaire dans les cages contre Le Mans, avec son statut de formé au club qui est important pour la liste en Ligue des Champions, on le sait. Il y a les jeunes, Marcin Bulka, qui était prêté à Châteauroux l'an dernier, Garrison Innocent, prêté à Caen, Denis Franchi, qui a joué la seconde période contre Le Mans, Lucas Lavallée, 18 ans, qui est arrivé en provenance de Lille, qui s'est engagé avec le PSG jusqu'en juin 2024 et qui vient dans un premier temps renforcer l'équipe U19. Il y a même un 10e gardien qui devrait être annoncé par le club, puisque le jeune Mathias Randriamami, âgé de 18 ans, devrait signer son premier contrat professionnel avec le PSG. Donc, il s'agirait du 10e gardien de but professionnel de l'effectif. Est-ce que Yacine, quand tu as vu tout ça, tu as trouvé que c'était assez ubuesque? Il y a de quoi faire une équipe, il manque juste un gardien, quoi. Ouais, c'est ça. Je vais pas parler de Areola, qui on va venir après, mais qui pourrait possiblement partir, mais qui fait partie de ces 10 gardiens dans l'effectif. Non, c'est énorme parce que déjà le poste de gardien, c'est un poste qui bouge très peu. C'est un poste où la concurrence est plutôt limitée parce que souvent les clubs, et d'ailleurs les gardiens, enfin, c'est un peu quelque chose qui est acquis dans le football. Le numéro 1, il doit avoir un peu de sérénité, pas se dire qu'à la moindre erreur, il va sauter, etc. Donc déjà, c'est compliqué. Donc quand on a deux, déjà, il y en a un, il se fait les coupes. De temps en temps, quand il y a eu un truc exceptionnel, une expulsion ou quoi, il se fait le match où il doit remplacer le gardien numéro 1. Mais voilà. 3 gardiens, c'est encore plus compliqué. Mais alors 10, j'avais jamais vu. Je ne vais pas te mentir. J'avais jamais vu 10 gardiens professionnels sous contrat, j'avais jamais vu. Après, effectivement, on sait que le PSG est aussi à la recherche d'argent. Donc, faire signer ces joueurs-là et les vendre, même si c'est 3 millions, 4 millions, c'est toujours ça de prix. C'est-à-dire que tu as 10 gardiens, si tu en vends 3 à 3 millions, tu es autour de 10 millions d'euros. Le PSG aujourd'hui essaye de récupérer de l'argent comme ça. Ça paraît bizarre, ça paraît pas beaucoup, mais en tout cas, il n'y a rien d'illogique, quoi. Donc, Enfin, Yas, pour les 3 millions pour des gardiens qui n'ont plus d'expérience, moi, j'y crois très peu quand même.
Ouais, après, aujourd'hui, franchement, t'as des joueurs qui valent 8 millions, on ne sait pas ce qu'ils ont fait. Donc, Ouais, mais avec la crise actuelle, tu vois un Non, club mais aller chercher un gardien, tu vois, ça me ok, paraît peu non, mais probable, quand bien même. sûr. Mais Peut-être à bon, l'étranger, oui, peut-être. bref, en tout cas, le truc, c'est qu'il faut récupérer de l'argent. Donc, je pense qu'ils font signer en se disant, voilà, si on peut les vendre, après 1 an, et puis il prend un peu de valeur. Voilà. Comme un peu Areola, ce qui lui était arrivé aussi, hein. Il a été prêté à Bastia, Villarreal. Voilà. Écoute, c'est un fonctionnement. Moi, je ne peux pas dire c'est bien, c'est pas bien. Si le PSG fonctionne comme ça, c'est qu'il y a sûrement, j'espère en tout cas, une réflexion derrière tout ça. Parce que tu ne peux pas prendre 10 gardiens juste comme ça parce que tu ne sais pas quoi en faire. Donc, il y a sûrement une réflexion. Après, encore, comme les joueurs, mais peut-être encore plus, le problème, c'est que si tu n'arrives pas à les prêter, parce qu'il ne faut pas oublier que le PSG donne quand même des salaires conséquents. Donc, si tu n'arrives pas à les prêter ou à les vendre, dans 2 ans, cela, c'est fini, hein. Et les gardiens, c'est encore pire, parce que gardien sans repère, sans match, déjà un joueur, c'est compliqué. Mais un gardien, voilà. Et on voit bien la situation de Rico. Rico, il est contre Chambly, c'est lui qui encaisse les 2 buts. Mm. Parce que je pense que dans sa tête, de toute façon, il n'y est plus. Voilà, il se dit, il y a 2 grands gardiens devant moi. Il y a un gardien français qui a un avantage, c'est d'être français, donc formé en France. Si à un moment donné, sur la liste de la Ligue des Champions, on doit choisir, ce sera lui. Enfin, voilà, quoi, il y est plus. Donc, voilà, c'est compliqué. C'est très compliqué pour tout le monde. J'ai vérifié hein, le championnat B1 turc et effectivement, Beşiktaş qui est champion, je crois, non? oui, Beşiktaş est champion, a été champion avec 84 points à la conférence du but et Galatasaray deuxième, Fenerbahçe troisième et Trabzonspor quatrième. Donc Beşiktaş qui jouera avec des champions. Donc pour Sergio Rico, qui a quand même l'avantage d'avoir du cul européen avec Séville et avec des matchs joués en Ligue des Champions en Ligue Europa, ça pourrait être une bonne opportunité pour lui. Euh, sur ce poste, cette situation des gardiens de but, Trippi, il y a aussi Alphonse Areola hein, qui, selon les infos du Parisien, qui devrait peut-être possiblement rejoindre West Ham en Angleterre, mais un accord est encore loin d'être trouvé entre les deux clubs. Il y a des contacts, mais Paris veut une vente quand le club anglais veut après avec option d'achat. Quand tu as vu toute cette situation, Trippi, avec l'arrivée de Donnarumma officialisée, avec Keylor Navas, on en a déjà parlé avec Mousse et Yacine, mais ça m'intéresse d'avoir ton avis. Comment tu juges, toi, le fait d'avoir un gardien qui arrive, qui a été le meilleur joueur de l'Euro, qui est champion d'Europe en titre, et qui arrive avec Keylor Navas, qui a été voilà, un des meilleurs joueurs de l'effectif parisien la saison dernière et qui a permis à Paris d'aller loin en Ligue des Champions. Moi, comme je dis, hein, ça, c'est le problème du coach maintenant. C'est à lui de définir le rôle qu'il donnera au gardien. Maintenant, c'est vrai que Navas, il a fait quand même une très très bonne saison, même depuis son arrivée. Même si c'est vrai que sur la fin, voilà, il a eu des blessures qui l'ont un peu peut-être handicapé peut-être sur certaines situations, parce que voilà, il avait peut-être ce manque de confiance qui lui permettait peut-être voilà, de faire des arrêts qu'on connaissait. Mais voilà, le fait que Donnarumma arrive, c'est une bonne opportunité. Meilleur gardien du dernier championnat d'Europe. Maintenant, voilà, franchement, honnêtement, j'ai même pas d'avis parce qu'en fait, là, c'est même plus de mon gré, c'est le coach en fait qui doit se débrouiller avec ça. Tu vois, c'est le coach qui doit savoir comment il va les gérer. Maintenant, c'est quel rôle il va donner. Est-ce qu'il va mettre Donnarumma maintenant devant et Navas, il va le mettre en numéro 2, il va dire, et l'excuse peut-être ça va être ouais, ton âge. Ou Donnarumma, il va venir parce qu'il a 22 ans, il va dire écoute, tu viens dans le club, tu es en numéro 2, tu regardes un peu Navas comment il fait, mais tu vas gratter du temps de jeu. Est-ce que tu vas repartir comme il a fait Emery avec Trapp ou Sirigu et Areola? Est-ce que j'ai un gardien numéro 1 et un bis? Si tu fais ça, tu tires une balle dans le pied. Si tu fais un gardien numéro 1 et l'autre un bis, ça va être compliqué même dans les rapports. Enfin, je pense qu'ils sont. Déjà, je pense que Navas, c'est quelqu'un de très très gentil, même Donnarumma. Mais tu vas sentir que ça sera quand même beaucoup d'électricité dans les entraînements. Même le gardien ne sera pas serein. C'est-à-dire quand tu vas faire une bourde, il va dire ouais, est-ce que là je vais sauter? Donc tu vois, ça va être compliqué je pense que ça va être compliqué à gérer si le coach ne prend pas une décision ferme. Et d'ailleurs, Moussa, avant que je te lance, il y avait un papier dans l'équipe de Jérôme Alonso qui expliquait quand Michael Landreau arrive au Paris Saint-Germain, et il sent que voilà, la roue est en train de tourner et que à la moindre erreur qu'il faisait, etc., il allait sauter et être sauté de son poste de gardien. Et que même quand tu es sur le banc, même si évidemment tu ne souhaites pas que ton équipe prenne un but, quand le gardien fait une erreur, tu as toujours quand même ce petit sentiment de te dire bah, s'il fait une erreur, c'est que possiblement moi je vais jouer. Ouais, mais c'est un peu le cas comme Hugo Lloris quand il arrive à Tottenham. Hugo Lloris sort d'une bonne saison à Lyon. Il arrive à Tottenham, lui, il vient en tant que numéro 1, mais bam, il se retrouve sur le banc. Et entre-temps, le gardien numéro 1 de Tottenham, il parle dans la presse. Tu vois?
Donc, c'est compliqué quand même à gérer. Donc, c'est là où j'espère qu'il y a eu une discussion en amont où ils se sont dit, écoute, tu viens en numéro 2 parce que nous, on a le numéro 1 qui est là. Et voilà pour ce qu'il a produit, dans sa productivité dans les matchs qu'il a pu avoir. Ça s'est très bien passé. Tu viens pour apprendre. Mais le fait qu'il ait gagné l'Euro et qu'il ait terminé meilleur joueur, voilà, Ça aide pas et quand après, même. c'est une question, ouais, c'est des relations humaines, quoi. C'est une relation humaine qu'il faudra gérer. Parce que c'est vrai qu'avec Sergio Rico, au moins, Mousse avec Sergio Rico, c'était tranquille parce qu'il savait qu'il était numéro 2 et ça se passait très bien avec Navas. Bah, en fait, la seule différence, c'est que pour le coup, c'est pas Pochettino qui a demandé à avoir Donnarumma, c'est qu'on lui a plus ou moins imposé. À la différence peut-être de Lyon et de Marseille, parce que eux aussi sont susceptibles de prendre. Enfin, Marseille l'a déjà fait, et je crois que Lyon vise Onana. Ouais. Et ils sont dans la même situation parce qu'ils ont Lyon et Marseille, ils ont deux gardiens, surtout Mandanda à Marseille, ça fait plus de 10 ans qu'il est là, il est très apprécié des supporters. Après, évidemment que ça fait 2-3 saisons que c'est plus le Mandanda d'il y a 10-15 ans. Et c'est un peu compliqué, mais ça reste quand même une icône du club marseillais. Mais Sampaoli, il semblerait qu'il ne soit pas trop fan et il a préféré faire venir, en tout cas en accord avec Longoria, Paolo Lopez de la Roma. Et le problème se pose aussi à Lyon, parce que Peter Bosz vient d'arriver. Et il semblerait qu'il ne soit pas très, très fan de comment il s'appelle merde. Lopez. Voilà, Lopez, le gardien portugais. Ouais, Donc là, c'est des choix ouais, d'entraîneur, en fait. Tu il a vois. Et déjà alors qu'au PSG, je pense que Pochettino, lui, il était plutôt tranquille. Il avait son numéro 1, il avait son numéro 2 qui ne faisait pas d'histoire. En plus, les deux s'entendent très, très bien. Donc, c'était plutôt cool. Là, c'est un problème différent. Ça veut dire qu'on lui pose, ça va être à Pochettino de trancher, alors que je pense qu'à la base, lui, il serait contenté de garder Navas en numéro 1 et Rico en numéro 2. C'est un peu pareil à Monaco aussi avec Alexandre Nobel qui vient du Aussi, ouais. Bayern Munich pour 2 saisons et qui vient concurrencer Benjamin Lecomte. Et Kovac ne serait pas très fan de Lecomte et donc le fait venir dans l'optique aussi qu'il prenne sa place. Donc c'est vrai que c'est toujours compliqué à gérer ces gardiens de but où tu n'es pas assuré d'être numéro 1 et que voilà, personne n'est désigné numéro 1 ou numéro 2. Yacine, tu voulais intervenir sur le sujet ou on peut avancer sur la partie mercato? Est-ce que tu avais quelque chose à rajouter? On a déjà parlé suffisamment. Hein. Ouais. On peut parler de Layvin Kurzawa, l'arrière-gauche parisien, qui est sous contrat jusqu'en 2024, après avoir prolongé de 4 saisons avec augmentation de salaire l'année dernière, qui fait partie des joueurs que le club tente de vendre cet été pour ensuite recruter au poste. Sauf qu'il est compliqué de lui trouver une porte de sortie parce qu'il a quand même un salaire assez important. Mais selon RMC Sport, il se pourrait qu'il dépose ses valises en Turquie aussi, du côté de Galatasaray, donc le deuxième du dernier championnat turc. Les deux clubs sont en négociation. Si le contour du deal, un prix en transfert, reste à définir, les discussions sont bien avancées. Mais il reste encore à convaincre le Français, lui qui attend toujours une offre venant de Première Ligue. Hein. Les dirigeants turcs souhaitent aller vite sur le dossier. Mais c'est vrai que Yacine Kurzawa, il a toujours privilégié la Première Ligue. Il avait changé d'ailleurs d'agent par rapport à ça pour être un peu plus sur le marché de la Première Ligue, du championnat anglais. Mais voilà, pour l'instant, la réalité, c'est qu'il n'y a pas beaucoup d'offres et que c'est Galatasaray qui serait le plus enclin à le faire venir. Ouais, bah, écoute, j'ai envie de lui donner un conseil. Vas-y, n'hésite pas, quoi. Ah, je rigole. Non, mais après, moi, je comprends la situation du joueur. Quand il y a des pays qui t'attirent plus que d'autres. Il y a des championnats qui t'attirent plus que d'autres. Il n'est pas en galère, c'est-à-dire qu'il n'est pas en fin de contrat au chômage à se dire bon, il y a Besiktas, à un moment donné, il faut y aller. Il a encore 3 ans de contrat avec un salaire conséquent. Que ce soit le plus petit du PSG et tout, en fait, à la limite, on s'en fout, nous. Il a un bon salaire, il a 3 ans de contrat, il est à Paris. Voilà, qu'est-ce que tu veux faire? À un moment donné, c'est aussi ce qu'on explique à chaque fois quand on parle du PSG qui surpaye, entre guillemets, parce que Kurzawa, il n'est pas surpayé non plus de fou, parce que, en tout cas, dans la grille salariale du PSG, voilà. C'est un Il est en- smicard. Ouais. Mais quand tu surpayes certains joueurs pour les faire venir, encore une fois, le problème, c'est pas de surpayer les joueurs. Le problème, c'est de surpayer les joueurs, donc à un moment donné, de ne pas pouvoir, enfin, ouais, de leur trouver de porte de sortie. Parce que personne ne peut leur offrir ce que le PSG leur offre en termes de salaire. Et un joueur, malgré tout, en plus, Kurzawa, il a quand même autour de 27-28 ans, à un moment donné, tu es obligé aussi de penser à ce qui va se passer après. Donc, tu vas pas dire, OK, je vais aller à Besiktas pour 100 000 euros par mois de moins, juste pour jouer. Voilà, il faut le comprendre aussi. Donc, c'est compliqué.
c'est Beşiktaş. Oui, le championnat turc, les 3-4 grosses équipes, c'est super, c'est génial. Malgré tout, ce n'est pas non plus le championnat exceptionnel de tous les matchs. Il avait l'idée de l'Angleterre, parce qu'en plus, l'année dernière, il y a eu des approches d'Arsenal, etc. C'est son rêve d'aller en Angleterre. Moi, je comprends qu'il attende. Le problème, c'est qu'à un moment donné, l'offre de Beşiktaş, elle ne va peut-être pas durer jusqu'au 31 août non plus. Galatasaray, elle ne va pas durer parce qu'on parlait de Beşiktaş. Ah, mais surtout Yacine qui joue le tour préliminaire de Ligue des Champions et qu'ils auraient a priori voulu l'avoir avant C'est pour ça. d'entamer les tours préliminaires. L'offre, elle va pas durer jusqu'au 31 août. Donc, en même temps, s'il ne se décide pas maintenant, bah, ce sera une porte qui va se fermer aussi. Donc, voilà, après, il faut se mettre aussi à la place du joueur. Le joueur, il a une carrière à gérer jusqu'à 33, 34, quand il joue déjà jusqu'à cet âge-là. Tu es obligé d'en tenir compte. Voilà, il y a pas. Enfin, c'est dur à dire pour nous, parce qu'on aimerait qu'il il a envie de jouer au foot, mais en même temps, s'il n'y trouve pas son compte, il n'y trouve pas son compte. Hein. D'ailleurs, en dessous de ces posts Instagram, maintenant, il y a tous les supporters turcs qui disent comme tout Galatasaray avec les drapeaux. Voilà. On sait la grosse communauté turque, évidemment, sur les réseaux sociaux. Trippi, c'est vrai que c'est dur à gérer quand tu as 28 ans, tu n'es plus titulaire indiscutable dans ton club, tu as des offres, mais tu attends plutôt un autre championnat. Comment on gère ça quand on est joueur, d'avoir des offres, on va dire peut-être, je veux dire, avantageuses financièrement, parce qu'il gagne très bien sa vie au Paris Saint-Germain, mais ou avec Galatasaray, tu jouerais quand même avec des champions, et puis le championnat turc est quand même assez élevé maintenant en niveau, mais où tu attends la première ligue, on va dire, qui est voilà, peut-être le meilleur championnat, et tu as la Turquie qui arrive. Comment on gère ça? Bah, c'est un peu compliqué parce qu'après, entre Galatasaray et le PSG, c'est les deux clubs qui se sont mis d'accord. Forcément, ça existe, tu vois, que des clubs se mettent d'accord sans que le joueur même soit au courant et que tu te retrouves dans l'avion et que tu dis, bah, en fait, je vais où là? Qu'est-ce qui se passe, tu vois? Mais ça existe vraiment, tu vois. T'occupe, t'inquiète, on s'occupe de tout, vas-y. Voilà, tu vois, non, mais en plus, moi, voilà, j'ai connu des gens qui étaient dans ce cas-là. Mais maintenant, pour lui, moi, je veux plus parler pour lui et je me mets un peu à sa place. Mm. Tu as eu quand même du mal au Paris Saint-Germain à t'imposer. Tu as quand même mis pas mal de joueurs sur ton chemin. Ça veut dire que tu ne donnais pas satisfaction. Donc, ne serait-ce pour lui, en termes de confiance en soi et d'estime de soi, ça serait bien qu'il parte, qu'il se sente considéré, un peu comme le cas de Digne. Digne, il fait une grosse saison à Lille, il arrive au Paris Saint-Germain, on le fout sur le banc, il va à Barcelone, il est sur le banc, et paf, à Everton, c'est l'un des meilleurs latérales là-bas, tu vois. Donc, c'est ce qui doit arriver aujourd'hui à Kurzawa, c'est qu'aujourd'hui, il faut qu'il prenne conscience que au PSG, ça va être fermé, parce que là, ils sont en train de chercher un latéral gauche. Il y a Bernat qui est encore là, même si on a encore des doutes sur son niveau. Maintenant, c'est à lui de se dire, bah, écoute, j'ai 28 ans, il faut que je cherche quelque chose. OK, à l'Angleterre, mais vu ce qu'il a produit auparavant, est-ce que l'Angleterre veut de lui? Ça, on ne le sait pas, parce que sinon, il aurait déjà des offres. Maintenant, tu as les Turcs qui sont là, et surtout Galatasaray, qui est quand même un très bon club et qui est régulièrement en Ligue des Champions. Est-ce que ça serait pas mieux, voilà, de partir là-bas? Istanbul, c'est quand même une très bonne ville, tu vois, mais voilà, après, c'est une réflexion à avoir. Maintenant, s'il attend, il est toujours dans l'attente, et qu'au final, malgré son contrat, parce que c'est vrai que voilà, il gagne de l'argent, il en gagne beaucoup, il a une sécurité il a une sécurité contractuelle. Mais au final, quand tu joues pas le contrat, honnêtement, tu t'en fous, quoi. Parce que tu perds cette valeur de jeu, que tu perds voilà, ce plaisir de jouer, que c'est pour ça en fait tu fais du foot, c'est pour jouer. Après, l'argent, c'est le plus. Donc, c'est à lui de prendre la bonne décision. S'il veut, on l'aide à prendre s'il veut, on l'aide à faire ses bagages. Hein. Ah, mais voilà, après, c'est vrai que c'est compliqué parce que quand c'est pas le club que tu veux, quand t'es pas désiré, quand t'as pas ce désir d'aller dans le pays ou même dans le championnat, on va dire qu'on t'impose, c'est vrai qu'il vaut mieux pas y aller. Il vaut mieux voilà, être réticent et attendre. Mais quand tu attends, c'est ça le football, c'est l'incertitude. C'est ça. Quand tu n'as pas la main mise sur l'imprévisibilité, c'est qui tout double. C'est soit tu vas rester, t'asseoir sur le banc et être chez toi à regarder des matchs, ou soit tu vas être dans un club où tu vas être estimé. Surtout qu'il a déjà 28 ans et il aimerait attendre des offres de première ligue fin août, mi-fin août, parce que pour l'instant, le marché anglais n'a pas vraiment démarré. Mais voilà, le marché anglais a démarré, mais entre eux. Oui, voilà, entre eux, mais pas avec pour l'instant les autres les autres championnats européens. Yacine. Ouais, je veux juste dire par rapport à ce que dit Trippi, c'est le joueur, souvent, il pense comme ça, c'est-à-dire que lui, il a envie de jouer. Ouais. Et en fait, c'est là le problème des entourages. C'est que souvent, tu as l'entourage très proche qui te dit mais attends, tu touches 4 millions d'euros par an ici, qu'est-ce que tu vas. Enfin, on s'en fout, donc tu joues, à un moment donné, il faut l'argent. Non, mais c'est vrai. Hein. Ah non, moi, je suis d'accord avec toi, mais bien sûr. La première réflexion du joueur, c'est de se dire moi, je veux jouer.
Mais autour de lui, on lui dit, ouais, mais tu vas pas aller jouer pour moi. Voilà. Et Non, c'est non, mais comme bien ça sûr. que les joueurs se perdent, entre guillemets. Voilà. Et c'est là où il doit avoir lui-même déjà une réflexion de ne pas se voir trop beau. C'est vrai que nous, les joueurs de foot, on se voit trop beau parce qu'on pense être les meilleurs joueurs. Et quand on regarde des matchs, on dit, ah, mais t'as vu, je peux être à sa place. Mais la réalité, c'est pas ça. La réalité, c'est qu'on n'est pas tous pareils. C'est qu'il y a des gens physiologiquement qui sont très bons. Il y a des gens mentalement qui ont une très bonne résilience par rapport à l'adversité qu'ils ont face à eux. Aujourd'hui, Kurzawa, il n'est pas dans cet état d'esprit-là. Il n'est pas dans ce mood-là. Tu sens qu'il a vraiment du mal mentalement à passer un cap. Donc, au bout d'un moment, c'est de se dire, voilà, aujourd'hui, je ne peux pas aller au Real de Madrid parce qu'aujourd'hui, c'est une marche peut-être trop haute. Je ne peux pas aller à Barcelone, c'est une marche trop haute. Qu'est-ce qui est à mon niveau aujourd'hui? Bah, ton niveau aujourd'hui, c'est Galatasaray. C'est peut-être Everton. Tu vois, c'est peut-être en Italie, je dis une bêtise, je veux dire Udinese ou l'AS Roma, tu vois, Ouais, c'est parce normal, ouais. que, ouais, tu vois, c'est d'accepter qu'à un moment donné, tu ne peux pas passer la barre plus haute parce que tu as peut-être raté le wagon qui était là à t'attendre, mais au bout d'un moment, le train il part. Puis voilà, c'est ça, et l'entourage doit être là, il doit être bienveillant, il doit être aussi dans la vérité aussi de la parole, de lui dire, ouais, c'est chaud, on veut ton bien, ça serait mieux que tu partes. Mais comme l'a dit Yacine, il y en a, quoi. Alors, il y en a qui veulent pas. Ouais, j'ai un business, je peux pas partir. Faut que tu me lâches un billet. C'est comme ça. Hein. En fait, c'est tous ces facteurs-là qu'on oublie beaucoup. Tu vois, parce que nous, on voit le joueur comme un produit Bien sûr. brut. On Tu vois, parle du on voit que la performance. ouais, bien sûr. Mais tout ce qui gravite autour, laisse tomber. C'est incroyable ce qui se passe, tu vois. Ouais, c'est les enjeux des fois qui nous dépassent et on n'a pas toutes les infos évidemment souvent sur ce genre de transfert. On parle nous de ce qu'on voit sur le terrain et de ce qui sort dans la presse. Mousse, un autre joueur qui pourrait partir aussi, qui est en manque de temps de Je peux jeu. dire un mot sur Kurzawa quand même? Oui, oui, tu peux. Je crois que c'est déjà Non, Vas-y, Mousse. Un petit mot sur non, Kurzawa. je voulais juste dire sur Kurzawa qu'en fait, il a aussi il a une autre option, celle de rester, parce qu'il voit que le Baker, par exemple, est parti. Et Baker, c'était celui qui avait pris sa place la saison dernière, qui était passé devant lui. Pour l'instant, Bernat, on parle d'un retour aux alentours de septembre. Okay, et tu as l'alternative Abdou Diallo, comme je le disais tout à l'heure, mais qui a un physique assez fragile et qui se blesse beaucoup. Donc, Kurzawa peut aussi se dire OK, Paris compte pas sur moi, mais peut-être qu'ils n'auront pas trop le choix, parce que pour l'instant, ils n'ont pas encore recruté de latéral gauche. Si demain ou la semaine prochaine, effectivement, Paris recrute un latéral gauche, là, je pense qu'il n'y aura plus de suspense. Il faudra qu'il parte et il le sera très bien. Par contre, Galatasaray, on sent que c'est pas un choix. Voilà, ça se voit que voilà, pour l'instant, il y va à reculons. Il y a aussi tu sais, quand tu es marié, tu as des enfants, le choix de Ouais, madame aussi est très important. Lui, il a une compagne, il a un enfant, et peut-être qu'elle, Istanbul, ça lui dit rien. Le marché anglais, vous en parliez, il peut pour lui s'accélérer dans les 5 derniers jours du mercato. Et c'est souvent le cas. Donc, étant donné qu'il a changé d'agent, notamment pour aller en première ligue, parce qu'il est dans une grosse agence de joueurs qui est basée à Londres, avec des agents qui sont très puissants et qui ont beaucoup de connexions dans les clubs. D'ailleurs, l'histoire d'Arsenal, c'est un peu ça. L'agence où il a signé, à l'époque, le joueur brésilien Edu faisait partie de cette agence. Et puis après, ensuite, il est devenu dirigeant à Arsenal. Donc, tu vois, il y a des petites ramifications entre les agents, le directeur sportif d'Arsenal, etc. Donc moi, je pense pas qu'il va prendre une décision parce qu'il est assez tôt, quitte à laisser passer le wagon Galatasaray, parce que je pense qu'il aura des propositions ailleurs, que ce soit en première ligue ou ailleurs. Mais moi, je pense vraiment qu'il va attendre quand même une proposition, et même si c'est un club qui jouera pas la Ligue des Champions, mais ça restera un club de première ligue avec un championnat qui est très attractif. Et peut-être qu'il va pouvoir se montrer la vie loin de la capitale. Peut-être qu'il va plus se reconcentrer sur le football et que finalement, après 2-3 ans, peut-être pourra encore espérer rejouer dans un grand club. Donc moi, Galatasaray, honnêtement, alors c'est que mon avis, hein, c'est pas une info, hein, mais moi, j'y crois pas beaucoup. Je pense que le joueur va préférer attendre parce qu'encore une fois, ces agents, ils bossent bien. C'est une grosse agence. Ils ont beaucoup, beaucoup de contacts avec les clubs anglais. Moi, je pense qu'il y a moyen de trouver un club anglais pour Kurzawa. Bon, on parlera en fin de podcast d'une possible arrivée à ce poste de latéral gauche si Kurzawa part. Il y a déjà le départ de Michel Bakker, tu le disais Mousse, de Théo Hernandez, l'arrière gauche français de l'AC Milan. On en parlera en fin de podcast. On va terminer sur les départs. Mousse, on va faire rapide hein, parce qu'on a été un Ouais, peu ouais, bien sûr. sur Kurzawa, sur Sarabia. Rapidement, on a parlé d'un échange entre Joaquin Correa qui voilà, a annoncé
pas loin d'arriver dans l'effectif du Paris Saint-Germain, l'attaquant de la Lazio. On a parlé d'un échange entre Correa et Sarabia. C'était d'après le Média Sport Mediaset, avec Sarabia plus 18 millions d'euros pour faire venir Correa. Apparemment, ça aurait du plomb dans l'aile, selon les infos du Parisien. La piste la plus chaude, et on l'avait d'ailleurs sorti sur Paris United, hein, la piste la plus chaude pour Pablo Sarabia, après son très bon euro, serait plutôt un départ vers l'Atlético Madrid, qui serait donc le club le plus enclin à le faire venir. Mousse, c'est ça les dernières infos sur Sarabia. Oui, mais d'ailleurs, quand ils avaient sorti la rumeur, moi j'avais émis des doutes sur le fait que est-ce que Sarabia veut vraiment aller jouer en Serie A, à la Lazio, et puis il faut aussi l'accord du joueur, même si tu as envie de l'inclure dans un deal, et ça, c'était pas gagné. On sent qu'il a quand même vécu un très bel Euro, il a dû resserrer les liens avec beaucoup de joueurs espagnols, et je pense que la Liga, pour moi, voilà, c'est un point de chute logique, un retour, là où il s'est toujours éclaté avec son équipe de Séville. D'ailleurs, Séville garde un œil, même si ce n'est pas la priorité, parce qu'ils ont besoin de dégraisser aussi. Tu as le club de Villarreal aussi, qui a remporté la Ligue Europa, donc qui est normalement qualifié aussi pour la Ligue des Champions. Oui, moi je pense que la priorité, pour lui, je pense, ce sera plutôt un retour en Liga. Et effectivement, l'Atlético Madrid, mais c'est pareil, l'Atlético doit dégraisser un peu s'ils veulent le faire venir. Par contre, en termes de prix, c'est plus accessible. Là, on est autour de 20 millions. C'est un joueur qui va avoir 30 ans, je crois, il a 29 ans ou quelque chose comme ça. Je suis très mauvais dans les âges. En général, je m'égourre toujours. mais oui, non, je pense que vraiment, la Liga, ça paraît le point de chute logique pour Pablo Sarabia, qui a fait un très bon Euro et qu'on l'a dit, est un vrai joueur de collectif. 29 ans, pour Pablo Sarabia. Bah, tu vois, j'étais pas loin, ça va. J'étais pas loin. Voilà, on fait court sur Pablo Sarabia parce qu'on en a déjà parlé. On va plutôt s'intéresser à Mauro Icardi, hein, qui est le dernier des joueurs sur le départ dont on va parler dans le podcast aujourd'hui. Le buteur argentin qui a fait parler de lui d'un point de vue sportif, hein, parce que sur les 2 matchs amicaux dont on a parlé, il a inscrit 2 buts. Mais aussi dans la rubrique Mercato, on en parle parce que la Juventus aimerait recruter le buteur argentin, mais la faisabilité de l'opération dépend de l'avenir de Cristiano Ronaldo, dont le départ du Piémont cet été est loin d'être évident, parce qu'on en a déjà parlé dans le podcast, mais selon les dernières infos venues d'Italie, CR7 serait plus enclin désormais à rester chez la vieille dame. Il y avait un article de l'équipe justement qui détaillait un peu ce possible transfert, et je viens vers toi après Yacine. L'intérêt de la Juve pour Icardi est bien réel, sauf que la perspective de voir l'Argentin à Turin n'est possible qu'à une condition et pas des moindres, le départ de Cristiano Ronaldo. À ce jour, il n'est pas évident que la star portugaise quitte le Piémont cet été. La Juve n'est pas en mesure d'assurer le salaire d'Icardi et celui de CR7. La S-Rom serait aussi intéressée par Icardi, mais financièrement, le dossier apparaît encore plus difficile à concrétiser. Yacine, qu'est-ce que tu ferais, toi, avec Mauro Icardi? Parce que c'est encore possible qu'il joue cette saison au Paris Saint-Germain, ce ne serait pas non plus la pire nouvelle pour le joueur, pour le club, parce que Mauro Icardi, il a quand même, voilà, il y a de l'espoir tout de même avec le sens du but de l'Argentin. La solution, c'est quoi? C'est de le faire rester et qu'il soit souvent moins blessé et que ses coéquipiers utilisent un peu mieux ses qualités quand il joue, ou tu penses qu'un départ est inévitable par rapport à ce qu'on a vu la saison dernière, où il n'est pas souvent servi par ses compères Neymar et Mbappé s'il reste au Paris Saint-Germain? Bah après, déjà, Icardi, ils n'en ont pas parlé ça dans la rubrique barbecue du Parisien. Hein. Ah, peut-être. T'as vu les photos sur Instagram? Ah, Avec mais les c'est de la- pompons, Ah ouais. ah ouais. Ah bah, c'est Non, mais des barbecues, Mauro Icardi, évidemment. Icardi, je vais redire ce que je dis depuis qu'il est là, en fait. Il a un profil qui est, entre guillemets, atypique. C'est-à-dire que c'est pas le joueur moderne, entre guillemets, le contre-pressing, les courses, etc. C'est un finisseur. Voilà. Donc, soit tu le gardes en te disant, on a des joueurs qui vont centrer, on joue très haut, on va être dans la surface, et il va terminer les actions. Soit, effectivement, faut te résoudre à le faire partir en trouvant évidemment le meilleur compromis pour tout le monde, pour lui et pour le club, en termes de transfert, etc. Mais son jeu, il est très spécifique, en fait. Tu ne peux pas lui demander beaucoup de choses et tu ne peux même pas, par exemple, l'aligner par exemple, dans un 4-3-3 avec 3 joueurs qui permutent. Ce n'est pas un joueur qui va finir sur le côté, qui peut commencer une action sur le côté et finir dans l'axe. Voilà, c'est un peu comme Trezeguet, tu vois, c'est les mêmes profils. C'est des joueurs qui jouent dans la surface, qui sont là pour finir. Quoi, un jeu dos au but intéressant, mais à la limite, c'est pas ce qu'on leur demande en fait. On leur demande réellement d'être là où il faut finir l'action. Quand le PSG a eu une période en 4-4-2 avec Tuchel et que dominait beaucoup les matchs, marquait beaucoup, bah oui, ça a été sa meilleure période parce que c'est ce qui correspond à son jeu.
Voilà, encore une fois, c'est toujours pareil, c'est les joueurs, tu ne peux pas demander à un joueur de tout faire. Voilà, il y a des joueurs qui ont certains profils, et ben, il faut que le jeu corresponde à ce profil-là. Si ça correspond, il faut te résoudre à se séparer. Voilà. Après, on sait que sa femme veut rentrer en Italie. Les discussions avec la Juve, elles ne datent pas de cet été. Ça fait quand même 2 mercatos, je crois, qu'on en entend parler. Euh, voilà, lui aussi, il a un très bon salaire. Je termine là-dessus. C'est si tu le gardes pour l'utiliser, entre guillemets, hein, pour faire du Mbappé, c'est pas la peine. Si tu le gardes pour faire du Lewandowski, c'est pas la peine. Voilà. Si tu le gardes pour faire du Icardi, mais pourquoi pas? Voilà, aujourd'hui, il y a quand même. Bon, tu as recruté Hakimi, il y a enfin, je pense, des ballons qui vont arriver dans la surface. Tu as des joueurs de ballon au milieu entre Wijnaldum, Paredes, Verratti, etc. Pourquoi pas? Mais il faut construire quelque chose. Tu vois, par exemple, quand j'ai répété toute l'année, le PSG ressemble de plus en plus à une équipe de transition en partant de plus bas. Pas sûr qu'il corresponde, même si, par exemple, son match à Barcelone est bon. Mais pas sûr qu'il corresponde sur la durée à ce style de jeu-là. Crépy, toi, ton avis sur Mauro Icardi, est-ce que tu es sur la même longueur d'onde que Yacine? Ouais, après, ouais, c'est sûr que c'est pas le profil, enfin, surtout pour le PSG, parce que c'est vrai que là, Pochettino, dans la fin de saison, il a terminé avec Mbappé et Neymar devant. Et pour moi, c'était la meilleure tactique, ça veut dire que le collectif travaillait pour les deux. C'est-à-dire qu'ils n'avaient pas besoin de faire quelque chose, les deux devant, et que le collectif derrière, il leur permettait après voilà, dans les transitions, voilà, de jouer vraiment dans des actions individuelles, mais entre eux deux, tu vois. Maintenant, Icardi, il a quand même eu du mal à revenir, parce qu'il a été quand même pas mal blessé. Il a eu du mal à revenir, malgré qu'il ait fait quand même une bonne fin de saison, hein, avec les buts décisifs qu'il a pu mettre. Maintenant, c'est voilà, comment tu le gardes? Tu le gardes en finisseur, en buteur, un peu Inzaghi, un peu Trezeguet, ou est-ce que tu essaies de le mettre dans une rotation, surtout si le système il change, 3-4-3, 4-3-3 ou 4-2-3-1, tu vois? Et après, quand Mbappé il veut jouer où? Parce que s'il est emmené à rester, tu vas le mettre où? Tu vois? C'est plein de choses, plein de questionnements que tu te poses, parce qu'au final, déjà le PSG doit dégraisser. Quoi qu'il arrive avec Icardi, tu vas être à perte, parce que malgré le montant que tu l'as acheté et que tu le vends, tu ne seras pas gagnant. Si maintenant autour de la famille, ils veulent partir, bah, forcément, peut-être que son cœur va pencher sur ça, tu vois, parce qu'au final, la famille, la structure familiale reste très importante dans les décisions. Donc voilà, c'est au PSG de trouver, le PSG, le futur club, de trouver vraiment la bonne relation, la bonne concordance pour avoir partir. Après, s'il reste, ben voilà, ce sera toujours des après-midi barbecue, des après-midi piscine avec les gars. Mais mine de rien, c'est vrai qu'on en rigole. Mais dans une équipe, des fois, tu as besoin aussi de ces joueurs-là qui te permettent voilà, d'avoir une convivialité entre tout le monde, qui permettent de rassembler les gens, des nouveaux, tu vois. Si Donnarumma il vient, forcément, ben, il va aller goûter un peu une picanha là-bas. Parce que ça fait partie aussi du rôle des joueurs qu'ils ont dans le club. Maintenant, c'est pas une question que j'ai pas d'avis sur ça, mais en fait, dans un club, dans un groupe, tu as besoin de tous les profils. Parce que les matchs sont tellement évolutifs dans la durée, qu'à un moment donné, un Icardi, tu auras besoin d'un Icardi parce que le match sera fermé, qu'on aura la possession, qu'il faudra passer sur les côtés. Tu n'auras pas besoin d'un Icardi quand le match sera beaucoup plus ouvert. Tu vois, donc voilà, c'est à voir. On l'a vu d'ailleurs, Mauro Icardi très proche de Sergio Ramos depuis son arrivée. On voit beaucoup de photos entre les deux et de posts Instagram voilà, où les deux ont l'air très complices. Mousse, c'est vrai que sur le dossier Icardi, c'est compliqué parce que le Paris Saint-Germain donc, a activé son option d'achat après une première saison en prenant l'Inter Milan, donc de 50 millions d'euros avec des bonus. Là, ce qui se dit au Paris Saint-Germain, c'est que le PSG n'a jamais caché qu'en cas d'offre satisfaisante pour son attaquant, il ne s'opposerait pas à un départ. Mais bon, qu'est-ce qu'une offre satisfaisante avec la crise qu'on a connue et le peu de surface financière qu'ont certains clubs pour payer une telle indemnité de transfert. Donc c'est vrai que le Paris Saint-Germain est à l'écoute d'offres, mais ne serait pas contre évidemment garder Mauro Icardi pour la saison. Pour un joueur comme Icardi, franchement, un transfert sec cet été, moi, j'y crois pas. Aucun club n'a les moyens d'aller mettre 40, même si tu baissais un peu le prix et tu le mettais à 40 millions, je pense que la Juve n'a pas les moyens parce que tu as le prix du transfert et le salaire à assumer. Très compliqué. L'AS Roma, n'en parlons pas. Je suis pas sûr que Mourinho soit un fan d'Icardi, mais pourquoi pas.
Mais de toute façon, ça paraît impossible parce que même si tu avais un prêt, même pour assurer ne serait-ce que la moitié du salaire, ça serait très compliqué pour un club comme la Roma, mais aussi pour la Juve. En fait, la seule solution que tu peux avoir pour Icardi, c'est par rapport à la Juve qui a l'air vraiment le plus intéressé parce qu'il faut se rappeler qu'à l'époque où il vient au PSG, la Juve est déjà aussi dessus. Mais la Juve ne veut pas payer autant. Le PSG a accepté, mais la Juve ne voulait pas. Donc, comme Ronaldo est en fin de contrat, il lui reste 1 an de contrat, tu peux le prêter avec une option d'achat obligatoire cette année, avec peut-être en assurant la moitié du salaire, et peut-être que la Juve, là, dans ces conditions, avec un départ à l'été prochain de Ronaldo, pourra payer un transfert l'été prochain. Et moi, je pense qu'on se dirige plutôt vers ça, parce que même si Icardi avait démenti, pardon, excusez-moi, hop, Ça, c'est c'était. l'installation qui flanche. Ouais. Ouais. Même si Icardi, sur un de ses posts, avait démenti une info venant d'un média italien d'un probable départ, si, il sent bien qu'il ne sera pas titulaire cette année. Il aura du temps de jeu, certes, mais il ne fera pas les matchs les plus importants. On sent bien que Pochettino ne compte pas trop sur lui. Donc évidemment que c'est dans son intérêt de partir. Si en plus c'est pour un retour en Italie, je pense qu'il n'y aura aucun souci, même si tu compares la ville de Paris et Turin, il n'y a pas photo. Turin, tu te fais un peu chier quand même. C'est pas Milan. Mais je pense que s'il y a une ouverture, on se dirigerait plus vers un prêt avec une option d'achat si la Juve est vraiment intéressée. Et comme ça, tu miserais sur un départ de Ronaldo l'été prochain, tu libères la masse salariale et tu peux effectivement assumer un très bon salaire pour Mauro Icardi. Et après, bah, écoute, s'il n'y a pas de solution, il lui reste encore 2 ans de contrat ou 3 ans de contrat. Il restera et il y aura peut-être une issue soit au mercato d'hiver, parce qu'il y a toujours une fenêtre au mois de janvier, soit l'été prochain. Après, dans le jeu, sur son profil, etc., c'est vrai qu'avec l'apport le retour de Bernat et Hakimi, évidemment, ça correspond plus à son jeu à lui. Il pourra récupérer les très bons de la tête, Mauro Icardi. Le problème, c'est que comme il ne sera pas souvent titulaire, il ne va pas bénéficier aussi de ce jeu-là. Une fois que Neymar et Mbappé vont revenir, et Di Maria surtout, je ne vois pas comment il pourra intégrer cette attaque, sauf lorsque ça va tourner avant Ligue des Champions, match de coupe, etc. Mais le problème, c'est est-ce qu'il a le caractère Mauro Icardi pour être remplaçant au PSG? Moi, j'y crois pas. On se rappelle de l'embrouille avec Tuchel qui avait décidé de ne pas le faire jouer. Je ne crois pas que lui soit venu quitter Milan au PSG pour cirer le banc. Donc, il va falloir aussi gérer son caractère s'il reste au PSG, et ça va être un peu compliqué. En tout cas, voilà, pour Mauro Icardi, on entendra évidemment parler jusqu'à la fin du mercato. On en reparlera. On voulait terminer le podcast par une possible arrivée du côté du Paris Saint-Germain. On en a parlé un peu tout à l'heure. C'est sur le poste de latéral gauche, puisque comme Mitchell Bakker est parti au Bayer Leverkusen, Ledvin Kurzawa est en instance de départ en Turquie. On parle du latéral gauche français de l'AC Milan, Théo Hernandez, pour venir renforcer le Paris Saint-Germain. Surtout que, on a parlé un peu tout à l'heure, Juan Bernat ne reviendrait pas avant septembre. Il est en retard sur sa préparation. Et d'ailleurs, il n'a pas participé aux 2 matchs amicaux de cette semaine. Le latéral espagnol qui avait été gravement blessé au genou face à Metz en septembre 2020. Donc il y a quand même urgence à trouver un second joueur, en tout cas derrière Bernat, très fiable et capable d'enchaîner les matchs au cas où Bernat ne puisse pas reprendre aussi vite que voulu. Et donc on parle du latéral gauche de l'AC Milan, Théo Hernandez. Trippi, je me tourne vers toi. On parle d'une offre de 40 millions repoussée pour l'instant de la part d'AC Milan. Ça négocie entre les deux clubs. Est-ce que pour toi, Théo Hernandez, c'est le joueur dont Paris aurait besoin en poste de latéral gauche si Bernat ne revient pas au niveau? On parlait tout à l'heure, Mousse et Yacine disaient par rapport à il fallait alimenter un joueur comme Ricardi pour les centres. C'est vrai que c'est un joueur qui, on le voit, qui a marqué 7 buts, 7 passes décisives, qui est ultra décisif, qui n'hésite pas à monter, à faire du dépassement de fonction, qui est très intéressant, évidemment, qui a un gros pied gauche. C'est vraiment le latéral gauche moderne dans le football actuel. Ouais, ouais. Donc, si le PSG est emmené à être ultra offensif, forcément, Théo Hernandez s'inscrit dans ce schéma-là. C'est quelqu'un qui a une grosse activité côté gauche. Moi, j'appelle ça un joueur à risque. Voilà, c'est quelqu'un qui prend un joueur à risque, un joueur de rupture. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui prend énormément de risques et qui a des dribbles un peu, tu vois, sur les derniers instants, un peu comme Messi, tu vois, parce que c'est le jeu qui le veut, tu vois. Donc, ça peut être une bonne option. Voilà, c'est quelqu'un qui n'a pas peur de prendre aussi, j'appelle ça un peu des mangeurs d'espace. C'est qu'en fait, il s'engrouve dans les espaces. Il a pas peur de tout ça.
Maintenant, comme j'ai dit, si le PSG joue en 3-4-3, ça serait merveilleux pour lui. Maintenant, une défense à 4, après, je ne dis pas que j'ai des réserves défensivement, mais après, voilà, c'est à voir. Parce que c'est bien qu'offensivement, c'est très bien, mais d'avoir aussi une base solide défensivement, ça te permet de mieux appréhender le match. Yacine, on a déjà parlé de Théo Hernandez un peu dans le podcast, mais c'est vrai que là, son nom revient avec insistance. Et puis, du fait que Bernat, sa préparation, son retour en tout cas sur le terrain, ne sera pas avant septembre, ça peut pousser le Paris Saint-Germain et Leonardo à accélérer sur le dossier Théo Hernandez. Avec Hakimi à droite et Théo Hernandez, est-ce que le PSG serait trop offensif défensivement? Tu vois ce dont je veux parler, mais est-ce que ça serait deux profils un peu similaires qui pourrait poser problème dans l'animation défensive, surtout qu'on a souvent dit au Paris Saint-Germain que au niveau de l'animation défensive, des milieux, enfin des joueurs de devant qui ne revenaient pas défendre, avec deux latéraux aussi offensifs, ça peut être compliqué. Mais je pense pas parce que Théo Hernandez, c'est quand même un joueur qui défend, c'est-à-dire qu'il défend beaucoup avec le cœur, le courage, l'agressivité, plus que tactiquement, mais malgré tout, il défend. Il rechigne pas et c'est vrai que on garde beaucoup d'images de lui à Milan dans les matchs parce qu'il finit les actions. Donc on se dit ouais, il est très offensif, mais en fait c'est un joueur qui fait du dépassement de fonction tout le temps. C'est-à-dire quand une action elle y va, lui il y va, mais par contre il se cache pas défensivement. Même s'il a quelques lacunes, il se cache pas défensivement. Après c'est toujours pareil, c'est que si tu joues à 3 avec les deux dans les couloirs, t'as pas non plus besoin qu'ils viennent défendre très bas pour faire 5 défenseurs. Oui, à 4 comme pour Hakimi, on l'a déjà dit, ils ont déjà joué comme ça, que ce soit Hernandez à Milan, il a déjà joué à 4. Il Hakimi joue avec le Maroc. au Milan, il joue en défense à 4. Donc Ouais, il a pas joué. toujours, mais le plus souvent quand même. Ouais. Euh, le, euh, le Hakimi, il l'a fait avec le Maroc aussi à 4. Le PSG, comme on l'a dit, dans 90% des matchs, ils ont quand même le ballon, ils dominent. Quand ils sont dominés, ça arrive 3 fois dans la saison. Donc, je pense pas que ce soit. Moi, je pense que ce qui apporterait vraiment Théo Hernandez, il y a un côté grinta, un côté bagarreur que le PSG n'a pas. Voilà. Le Ouais, PSG a ouais. des beaux joueurs, des gentils, voilà. Mais il manque un peu quand même de temps en temps cette personnalité. Et ça peut être un joueur de plus. Takim Pembe qui est capable de le faire, mais pour lui-même, on va dire. Tu vois, qui n'est pas capable d'emmener les autres, mais qui le fait lui dans son duel avec l'attaquant, qui va aller faire mal, etc. Ramos, aujourd'hui, qui peut amener ce côté-là. Bah oui, si tu as Théo Hernandez, c'est toujours un caractère de plus parce qu'à un moment donné, on l'a bien vu avec le PSG, c'est parfois ce qui te manque, un mec qui est capable d'aller dire aux autres, eh, les gars, bougez-vous, quoi. Voilà, donc moi je trouve que ce serait pas trop offensif et ça peut être aussi un bon équilibre avec Hakimi de l'autre côté, quoi. Mousse, sur le dossier Théo Hernandez, Tutto Sport, hein, les médias italiens avancent que le Paris Saint-Germain aurait déjà fait une première proposition de 40 millions d'euros. On rappelle qu'il est quand même Théo Hernandez sous contrat jusqu'en 2024, donc il faudra mettre quand même un peu d'argent, surtout que c'est l'un des meilleurs spécialistes du poste, on va dire, au niveau européen. Surtout que Le Maldini avait dit 80. Pas en Ouais, dessous de 80, je discute pas. ça, donc, ça va coûter très cher. Le Parisien, eux, avance que Leonardo le suit depuis début 2021 et il lui aurait déjà offert plusieurs propositions salariales, en tout cas avec le joueur. Il a vu directement avec le joueur. Sur le dossier néerlandais, Famous, tu te positionnes comment? Un peu comme Trippi Yacine sur le fait que ça serait quand même, bon, évidemment, un excellent renfort, mais ça coûterait pas mal d'argent. Et est-ce que le Paris Saint-Germain pourrait faire venir d'autres joueurs? On pense à Paul Pogba, dont on parlait, un possible attaquant si Icardi part. Si on met beaucoup d'argent sur Théo Hernandez, est-ce que ça bloque pas d'autres postes? Mais bon, c'est quand même une priorité parce que Baker est parti et Kurzawa va sûrement partir. Alors sur l'intérêt du PSG, oui, il existe. Et même, je crois même avant, bien avant 2021, je crois même qu'en 2020, étant donné les relations qu'entretient Leonardo avec le Milan AC, club qu'il connaît très bien, je pense que l'intérêt, il date même d'avant 2021. Et d'après mes renseignements, oui, il y a eu même un contact direct entre Leonardo et le joueur pour prendre un peu la température. Et je crois même qu'il y a eu des propositions qui ont été faites. Sur le profil du joueur, moi, rappelez-vous, au tout début de Mercato, quand on avait fait un podcast sur nos souhaits à nous, moi, j'avais parlé de Théo Hernandez. Parce que d'abord, je savais qu'il y avait eu quelques échos, mais surtout le profil du joueur. Après, là, moi, je pense que le côté défensif, il est plus relevé que du côté d'Achraf Hakimi. Je pense qu'il est plus défenseur dans l'âme qu'Hakimi, et il est plutôt même bon, parce qu'il l'a rappelé Yacine, c'est un joueur qui est rapide, qui est agressif, qui est en plus qui sait aussi être offensif.
Il n'y a qu'à voir ses stats au Milan AC. Donc moi, je trouve que c'est une bonne idée. Mais le truc, c'est que moi, si jamais par bonheur le PSG arrivait à le faire, je pense qu'il prendrait assez rapidement le poste la place de titulaire à la place de Bernat, qui est plus fragile physiquement. Et en plus, Théo Hernandez est quand même beaucoup plus jeune. Et je pense que ça serait ça ferait de Bernat la doublure d'Hernandez, je pense. Surtout à cause de ses soucis, ses problèmes physiques. Donc, moi, je pense que Théo Hernandez, c'est un vrai choix. Par contre, comme vous l'avez dit, financièrement, ça peut être compliqué, même si on peut se dire que cette année, le PSG a décidé quand même de dépenser de l'argent parce qu'il y a, du côté du fair play financier, on peut parler d'assouplissement, d'allègement, comme vous voulez. Mais je pense qu'avec la crise du Covid, voilà, tout le monde va fermer les yeux et tous les clubs en profiteront. Il n'y a pas que le PSG de toute façon. Donc après, 40, 60, 80, j'y crois pas beaucoup quand même. J'y crois pas du tout. Mais peut-être que pas loin de 50, tu t'offres un super latéral, jeune, pareil comme Hakimi, donc que tu pourras faire progresser encore et qui pourra t'apporter pas mal de choses. Et de l'autre côté, tu as quand même Bernat qui est là, il y aura peut-être une vraie concurrence, peut-être une alternance, je ne sais pas. Mais s'il y a moyen de le faire en tout cas, il faut que Paris n'hésite absolument pas à le faire. Yacine. Juste un mot sur Bernat. Parce que, en fait, le problème, c'est qu'il a eu des complications après son opération, dont une infection, etc. Et en fait, dans le foot, on considère que ton temps d'arrêt, il correspond à ton temps de reprise réel. C'est-à-dire que si tu as été absent 8 mois, il va falloir, en gros, 8 mois pour retrouver ton niveau. Tu vois, ton vrai niveau. Pas être performant, ton vrai niveau. Le problème, c'est que là, Bernat, s'il reprend en septembre, ça va faire un an. Ouais. Et en général, Juste après. Yacine, je te coupe. Les amis, je suis désolé parce qu'on m'attend. Je vais être obligé de Ouais, vous laisser. Je vous laisse pardon. finir et puis on se reparle plus tard. Merci en tout Ouais. cas. Et Euh, ça retombe. je pense que même ton téléphone, il veut y aller, je crois. Voilà, non, mais là, je suis grave en retard. Je suis désolé, les amis. T'inquiète. Merci Mousse, et puis on se voit au prochain podcast. Ciao, Allez, les gars. Salut, Tripi. Salut, Allez, Yacine. Salut. Ciao, Hugo. de toute façon, on va je terminer termine. avec. Non, non, je termine. Vas-y, Yacine. Et en fait, le truc, c'est que Bernat, ça va faire un an. Et le problème des blessures comme ça, c'est que en général, si par exemple il rejouait en septembre, il va pas falloir se fier à ce qu'il fait en septembre parce que tu as encore une fois un pic et après une rechute où tu es un peu dans le trou. Ça veut dire que moi, je considère que Bernat, il sera réellement opérationnel à partir de décembre, janvier. Le PSG ne peut pas passer 4 mois sans un latéral gauche. Et décembre, janvier, si tout se passe bien. C'est-à-dire que si en plus il ne revient pas, c'est peut-être février, c'est peut-être mars. Donc le PSG ne peut pas passer une nouvelle saison sans latéraux à gauche. Voilà. Et c'est pour ça que la question du recrutement, des départs, etc., là, elle est vraiment importante. Tu vois, c'est pas comme si on se disait on cherche une doublure à Bernat, mais Ouais, on a Bernat. Là, pour moi, on n'a pas Bernat. c'est ça. Non, et Trippi, je te laisse le mot de la fin pour toi, mais c'est vrai, et Yacine a raison de le rappeler, son opération du genou gauche qui a été compliquée par une infection. Donc il va revenir en septembre, mais à quel niveau physique? Est-ce qu'il sera en aptitude de jouer des matchs de Ligue 1 et de Ligue des Champions? Donc en fait, il y a quand même urgence à recruter à ce poste d'arrière gauche. Ouais, et puis c'est le poste primaire où il va falloir recruter. Et voilà, j'espère que ce soit Théo Hernandez ou même un autre joueur avec un profil avec un profil offensif par rapport au schéma que Pochettino veut mettre en place. Voilà, il ne faudra pas hésiter à le recruter. Après, voilà, Bernat, on ne sait pas quel niveau il aura à son retour. Forcément, moi j'ai déjà eu les croisés, je sais de quoi je parle. Voilà, tu es en dents de scie, quoi. Tu peux te trouver bon pendant une semaine, la semaine d'après, tu es complètement naze, tu n'arrives pas à récupérer que physiquement et ça va durer jusqu'à un moment donné où le pic sera à son maximum. Et là, à partir du moment où le pic sera à son maximum, sur la durée, il sera bon. Donc ça peut prendre 4 mois, 6, voire même un an, parce qu'il y a aussi l'aspect psychologique qui rentre en jeu, parce que si le joueur il a toujours cette peur de vouloir se blesser, il aura ce blocage et il ne donnera pas plein potentiel. Donc voilà, j'espère qu'il va revenir parce qu'il nous a quand même fait du bien et surtout en Ligue des Champions sur ces matchs coup près où il a marqué. Et maintenant, s'il y a un joueur, et Théo Hernandez, qu'on parle de lui qui arrive, ben, pour lui, ça sera lui de doubler d'efforts pour reprendre la place. Parce que si Théo Hernandez il arrive, ben, il sera placé en tant que numéro 1. Parce que là, Après, c'est la loi du football, quoi. C'est comme ouais. ça. Hein.
as quand même le trophée des champions qui arrive le 1er août. Ça sera, là, possiblement, si on voit l'effectif actuel du Paris Saint-Germain, bon, il n'a pas joué à cause d'un rhume contre Chambly, Abdou Diallo, mais ça serait Kurzawa ou Diallo. Tu as quand même le championnat qui reprend le 8 août, donc il y a quand même urgence à recruter rapidement, quoi, parce que Bernat va revenir en septembre, on le dit, mais il y a des grosses échéances déjà qui arrivent. Oui, oui. Forcément. Donc là, faut qu'il se dépêche, ce serait bien. Bah, comme Kurzawa n'est pas pressé, ça va pas avantager le Paris Saint-Germain s'ils ont besoin de liquider. Non, mais après, pour revenir juste sur Kurzawa, le truc de Kurzawa, c'est qu'il a perdu aussi un petit peu la confiance du coach. Mais ce qu'on oublie réellement, c'est quand tu perds la confiance des joueurs qui jouent autour de toi. Ça, c'est encore pire que le coach. Parce que quand tu as des joueurs autour de toi, on l'a très bien vu aussi avec Bakker, sur certains comportements des joueurs qu'il y avait envers lui. Et quand tu as ça, c'est compliqué après de jouer. Parce qu'autant le coach peut faire abstraction parce qu'il est au bout, il est sur son banc, il a beau crier, mais c'est toi qui es dans le feu de l'action. Mais quand avec tes partenaires, tu sens que tes partenaires ne te font plus confiance, là, vaut mieux prendre ses bagages et partir. Ouais, parce que là, c'est beaucoup plus compliqué, parce que la relation sur le terrain, les interrelations qu'il y a entre les joueurs, c'est là où on voit que certains joueurs ont des connexions. Et si ta connexion n'est plus avec les autres joueurs, bah, c'est compliqué. C'est difficile de rentrer sur le terrain si niveau mental, tu sais que les joueurs ont pas confiance en toi et que te sentent pas fiable, quoi. Ouais, bien sûr. Ah, Trippi, t'es libre, tu pourrais aller faire une petite pige au Paris Saint-Germain, là. Ça te dit pas d'aller chez le club? T'es libre. Ils ont besoin d'un. Moi, je suis bien où je suis. Là, je profite du soleil là, parisien pendant un bon bout de temps. Là. Après, peut-être on va avoir la pluie. Ouais, je les regarde à la télé, c'est mieux. Écoute, en tout cas, j'aurais essayé de te placer. Si vous avez besoin, quand même. Trippi, un petit contrat, un petit salaire à la Kurzawa, si on te paie 700 000 euros par mois, je pense que tu dis pas non. Là, j'ai un pied là tout de suite. Là. Juste à côté en plus. Je prends le 25, je prends le but et puis je vais signer. Hein. Non, mais après, voilà, c'est un autre niveau. Moi, je suis bien où je suis. Hein. Nous, on est là pour les juger maintenant. Nous, on est des juges. On est bien. Bon, en tout cas, je voulais te remercier, Trippi, d'avoir été avec nous une nouvelle fois pour ce podcast. Tu nous as été d'une grande aide sur les titis et sur justement le poste d'arrière gauche, donc le Paris Saint-Germain devrait recruter. Donc merci encore, Trippi. J'espère que tu reviendras rapidement. Merci Yacine. Merci pour le podcast. Merci Mousse qui a dû partir. Devait avoir un repas. On sait maintenant, lui qui est du côté peut-être de Nantes, peut-être qu'il a été profiter de la plage ou que sais-je encore. Donc, je dis merci à Mousse. On se donne rendez-vous lors du prochain podcast. N'hésitez pas à liker la vidéo comme d'habitude, à vous abonner à la chaîne YouTube de Paris United parce que là, on va reprendre les podcasts forts, évidemment, les matchs qui reprennent avec donc Augsbourg, le Génois et puis Lille pour se trophée des champions lors du match le 1er août contre Lille. Donc, trophée des champions, premier match officiel, on va dire, pour le Paris Saint-Germain avant de reprendre le championnat le 8 août. Donc, voilà. On se donne rendez-vous lors du prochain podcast et je vous souhaite une bonne journée à tous. Salut à tous. Ciao. Ciao.